Bonjour à tous et bienvenue sur Équilibrez-vous, le podcast qui vous aide à rééquilibrer votre santé. Je suis Wilfried, coach en nutrition depuis 2014 et ma mission c'est de vous aider à reprendre le pouvoir sur votre santé grâce à une approche scientifique et naturelle. Lors de chaque épisode, les invités et moi-même partageons nos expériences et nos connaissances afin de vous donner les clés d'une vie plus épanouie. Bienvenue à tous, bienvenue sur ce podcast Équilibrez-vous, l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Jack. Salut Jack. Salut Wilfried, c'est cool d'être là, ça fait vraiment plaisir. Ben oui, donc c'est le podcast retour, on va dire, parce que tu m'avais invité il y a quelques mois sur ton podcast. On a fait une grosse vidéo ensemble. Et donc c'est un plaisir de te voir sur... Ouais, on a parlé d'un sujet super. J'espère que celui-là en fera beaucoup aussi. Sur ce podcast, du coup, on va parler de qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas. Mais je pense que les gens qui suivent YouTube doivent connaître nos deux chaînes. Donc voilà, mais on fera un petit point sur savoir qui tu es. On parlera de santé intestinale. Je sais que c'est un point qui est super intéressant, qui parle à beaucoup de nos auditeurs. On va parler d'un peu de ça. Toi, tu maîtrises bien le sujet aussi parce que tu as été confronté à ça il y a quelques temps. Et puis on parlera de nos sujets qui nous plaisent à tous les deux, comme l'alimentation anti-inflammatoire et tout ce qui gravite autour. Donc déjà, Jack, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? Yes. Donc on m'appelle Jack, c'est mon surnom depuis que je suis tout petit. Mon vrai prénom c'est Jérémy. Maintenant je le dis, c'est marrant, ça fait toujours sourire les gens qui le savent pas. Je suis à l'heure actuelle, je suis à la fois coach, à la fois une partie de ce que je fais sur YouTube, donc sur ma chaîne Jack's Team qui s'appelle maintenant Jack Van Vergen, où je parle vraiment d'alimentation anti-inflammatoire et de santé de manière générale. J'ai aussi une deuxième plus petite chaîne, Jack's Team Coaching, où là, c'est vraiment sur le CrossFit, mon travail avec StrongFit, vraiment la partie coaching spécifiquement. Et puis, je suis aussi propriétaire de salle de CrossFit. Et tout ça occupe, comme tu peux l'imaginer, une bonne partie de mes journées avec le fait que je m'entraîne régulièrement, que j'ai une petite famille. Et voilà à quoi je passe mes journées. Et puis, je suis tout à fait... passionné par le fait d'apprendre des nouvelles choses, souvent de les mettre en test sur le terrain et puis de les transmettre, de les enseigner. J'aime vraiment ce côté, en fait, rassembler, faire des liens et avoir un côté pédagogique derrière. C'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Et donc voilà, maintenant ce que j'essaie de faire la plupart de mon temps. Cool. C'est ça que moi je t'ai connu via YouTube parce que je pense que quand on parle d'alimentation santé, ta chaîne, je pense pop à un moment ou à un autre. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur ta chaîne, c'est déjà le côté effectivement sport. Tu parlais beaucoup de sport, en particulier de CrossFit à la base. Ouais. Et puis aussi, t'as très vite dérapé, on va dire, sur la partie alimentation et ton contenu est très qualitatif. Tu parles toi aussi d'alimentation anti-inflammatoire. On va en parler un peu plus tard. Oui. Et justement, j'encourage les gens qui ne connaissent pas ta chaîne à aller voir. On mettra le lien en description. Il y a beaucoup de contenu super intéressant. Tu publies quoi ? Une vidéo par semaine ? 2 vidéos ? Ça dépend, non ? Ouais, pour le moment, c'est une par semaine. On aimerait bien passer à 2, mais pour être honnête, vu tout le travail de production qu'on met derrière nos vidéos, c'est un peu dur pour le moment de passer à 2. Moi, j'aimerais, mais pour le moment, on reste à 1. Une piste qu'on a pour augmenter un petit peu le volume, ce serait de réutiliser certains extraits de podcasts qui sont très pertinents. Tu vois, par exemple, on a fait ça avec Gilles Lartigot. On a fait les 5 aliments anti-inflammatoires de Gilles Lartigot. Et on a ressorti ça. Et ça, les gens ont adoré. Par exemple, tu vois, des petites capsules. Ouais. Et puis, ça aide aussi, tu sais, à briser un peu la barrière de « Ok, le podcast, il fait 2 heures. Est-ce que je vais me le faire ?» Tu vois. Et ben là, j'ai 10 minutes. Et si ça me plaît, alors je vais peut-être voir l'épisode en entier. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas forcément avoir des formats longs, donc au moins ça permet d'avoir une version courte, on va dire, de ce qui a été dit, l'essentiel, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, du coup, moi je recommande pas. Enfin, ceux qui suivent ma chaîne savent que je recommande pas forcément beaucoup de personnes. C'est pas que je veux pas, c'est que en général, j'ai un petit écosystème assez restreint et voilà. Toi, t'es une des rares chaînes en tout cas que je recommande, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Jack. On va parler un peu de santé, parce que du coup, toi, effectivement, t'en es venu à t'intéresser à l'alimentation via des problèmes intestinaux, si je ne m'abuse, principalement à la base. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, toi, t'en es venu là, quels ont été tes problèmes de santé, quels ont été tes problèmes, notamment côté intestinal, dans quel état tu étais avant,
et comment tu es aujourd'hui. Bien sûr. Donc en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation d'abord quand j'ai commencé ma carrière dans le fitness, puisque c'est de là que je viens à la base, tu vois, je suis personal trainer, vraiment dans le fitness classique, et je pense que tu es un peu au fait des régimes fitness des années 1980, tu vois, qui en fait ont vraiment perduré pour je ne sais quelle raison, toujours jusqu'à aujourd'hui. En fait, voilà, moi j'ai commencé donc à faire un peu de la salle et tout vers 2000, puis un peu en 2010, je me suis plus professionnalisé. Donc tu avais toute l'approche, tu sais, le fromage blanc, le muesli, tu sais, enfin voilà, tous les trucs, les protéines par-ci, enfin voilà. Et donc là, j'avais commencé à avoir des notions, tu vois, du calcul des macros, de la répartition, etc., etc. Mais dans ce milieu-là, en tout cas à l'époque, il y avait aucune notion de inflammatoire, anti-inflammatoire. Il y avait vraiment aucune notion là-dedans. C'était on parlait juste plus de quantité que de qualité en fait, quoi. Exactement, la quantité pour l'esthétique en fait. Et ce qui est vrai, c'est que si tu as un objectif très court terme et surtout si tu es jeune, ce qui est quand même le public principal que ce genre de régime vise au début, eh bien tu as moins de tracas au début et donc tu peux te permettre de faire des choses un petit peu plus inflammatoires, même si ça peut te rattraper un jour. Et donc je me suis intéressé à ça et ce sont deux faits totalement distincts, mais un jour j'ai pris des antibiotiques pour une angine blanche assez sérieuse et ça m'a vraiment pulvérisé la flore intestinale. Bon après maintenant que j'ai un peu bossé sur le sujet, bah ça semble normal puisque les antibiotiques ça dit bien ce que ça veut dire, ça vient détruire les bactéries, les bonnes, les mauvaises, tout ce qui passe, avec le fait que tu vois, j'en ai repris depuis. Ça m'a coûté très cher. J'ai vraiment dû me faire violence pour le faire, mais j'en ai repris depuis parce qu'une fois, j'étais vraiment KO et c'était important. Et j'ai réussi à refonctionner. Et en fait, un truc qu'on apprend, c'est que prendre des antibiotiques lorsqu'on a une flore intestinale qui fonctionne bien et surtout qui est capable de se régénérer, de se repeupler, etc., parce qu'on va lui donner à manger, eh bien, ça fonctionne beaucoup mieux. Sauf qu'à l'époque, j'ai un régime très pro-inflammatoire sans le savoir et surtout j'ai un régime pro-inflammatoire depuis très longtemps parce qu'en fait j'ai mangé à peu près toute ma vie des aliments industriels, du sucre, du pain, du lait, voilà toute ma vie quoi, et beaucoup d'alcool quand j'étais jeune, la fête, etc. Et donc tout ça l'un dans l'autre, j'avais clairement pas un système prêt à gérer ces fameux antibiotiques et je me suis retrouvé à avoir une espèce de dégringolade dans ma santé où en fait ça a commencé avec d'abord des problèmes évidents style diarrhée, etc. Et puis après c'est resté avec je digère plus ci, je digère plus ça, ça commence à être des crampes, ça commence à être de la fatigue, une fatigue terrible parce que j'étais déjà un peu ce côté fatigué chronique, mais alors là c'est devenu vraiment vraiment compliqué à vivre. Impact sur mon humeur, etc. Tant et si bien que, en plus de tendinites, de douleurs qui sont arrivées, j'ai fini, et je me rappelle très bien, par arrêter mon sport vraiment de cœur, puisque je joue au basket depuis que je suis enfant. Et en fait, j'ai arrêté le basket parce que j'étais crevé et que j'avais mal partout. Et en fait, me retrouver fatigué avec des douleurs et même un petit peu, un peu dépressif et tout, eh bien, je n'arrivais plus à tenir le coup parce qu'à ce moment-là, je lançais ma carrière dans le fitness. Et j'arrivais plus du tout à tenir le coup et donc j'ai arrêté le basket à ce moment-là, que j'ai repris quelques années plus tard avec une autre santé et où ça a été beaucoup mieux. Ça, c'était juste la petite parenthèse. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais il me faut des solutions, quoi. Et je pense que des gens vont se reconnaître là-dedans parce que j'ai eu des centaines de témoignages là-dessus sur mes vidéos sur l'intestin, le côlon irritable, ou l'intestin irritable, comme on veut. Et en fait, tu vas vers la médecine. Et je le redis et je l'insiste, il y a des médecins qui veulent te faire du bien et puis il y a des médecins qui ne veulent pas s'occuper de toi parce que l'intestin irritable, en fait, n'est pas une maladie standard. C'est-à-dire que tu peux pas juste dire « Ok, tu as 3 symptômes, on va te donner ça et ça va aller mieux ». Ça marche pas comme ça du tout, en fait. C'est au cas par cas, on a tous des réactions différentes, il n'y a pas vraiment de médicaments qui aident particulièrement. Donc, t'en as certains qui te prescrivent un petit peu de glutamine, t'en as certains qui te disent que c'est dans ta tête, t'en as certains qui te disent, enfin, vous n'avez pas une maladie cœliaque ni un cancer, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'occuper de vous? Et donc, tu te retrouves un peu démuni, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire mes propres recherches. Et honnêtement, le déclic, ça a été Paléonutrition de Julien Vénesson. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis dans le CrossFit. Le paléo, c'est carrément la mode à ce moment-là dans le CrossFit. Genre, tu vois, si tu manges pas paléo, t'es pas CrossFit, quoi. Et là, j'arrive et je lis ce bouquin-là et je commence à mettre 1 ou 2 trucs en place
Et tout de suite, je vois une amélioration, quoi. Alors, c'est pas du tout la révolution, genre, je passe de c'est la crise à tout va bien, mais je sens que ça va mieux. Et ça, c'est en fait, c'est un bon indice, tu vois. C'est le côté, ok, en fait, je peux faire quelque chose par mon alimentation. Et une fois que tu en es convaincu, bah après, c'est à toi de voir si tu veux embrayer ou pas. Et moi, j'ai embrayé comme un fou et j'ai commencé à potasser des bouquins, des podcasts, des études, des machins, des ceci. J'ai commencé à bosser à fond là-dessus. Je me suis rendu compte que quand j'appliquais ça à certains de mes coachings, bah, ils allaient beaucoup mieux aussi. Et donc, à un moment donné, je me suis spécialisé dans le domaine. Et clairement, ça me permet maintenant d'aider pas mal de gens qui ont des problèmes de fatigue chronique, de problèmes d'intestin, ou aussi des gens qui ont vraiment des grosses stagnations en perte de poids. Parce qu'on se rend compte que passer par une alimentation anti-inflammatoire, ça peut aider dans certaines pertes de poids qui sont vraiment bloquées. Ouais, c'est super intéressant parce que, enfin, on a quasiment le même parcours. Okay. Sauf que moi, c'était pas des problèmes intestinaux, même si j'avais aussi des petits soucis intestinaux, mais c'était surtout des problèmes de peau, des problèmes d'allergie, grosse fatigue aussi comme toi. C'était un peu pareil. Et moi, j'ai eu le déclic en lisant le modèle paléo de Mark Sisson. Donc, mais c'était pareil en fait. Et c'était aussi à l'époque où j'ai commencé le CrossFit. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points communs. C'est assez marrant. Et c'est aussi en mettant en place 2-3 petites choses que j'ai vu que mon acné disparaissait. Je me suis dit, il y a peut-être un truc en fait quoi. Peut-être qu'apparemment il y a ça, c'est pas complètement illogique. Et en fait, et pareil en me renseignant, en lisant d'autres livres en parallèle, j'ai compris en fait que tout ça faisait sens et qu'en fait c'était juste de la science. Et quand on comprend un peu comment marche le corps, on se dit en fait c'est tellement logique. mais ce qui est dommage en fait, c'est de passer par des symptômes pour s'en rendre compte. Et donc moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est plutôt faire du préventif, éviter d'arriver vers la pathologie qu'on veut ensuite soigner, mais plutôt éviter que ça arrive, faire du préventif quoi. C'est ça, avec le problème qui franchement, il faut être honnête. Tu sais, tu peux reporter ça aux étirements. Tu vas chez le kiné parce que t'as mal, il te dit de t'étirer, tu t'étires, t'as plus mal. Comme t'as plus mal, t'arrêtes de t'étirer. Et puis tu recommences à avoir mal, tu vois. Et en fait, l'alimentation, c'est souvent un peu ça. C'est-à-dire qu'on attend d'être dans un problème, effectivement, pour aller prendre l'info. Et je pense que les gens qui tombent sur ta chaîne ou sur la mienne, malheureusement, c'est souvent des gens qui ont déjà des problèmes ou qui ont un proche qui ont des problèmes. Alors, j'aime mieux aussi faire du préventif, ça c'est une certitude, parce que comme je le dis, et ça je le pense sincèrement, si j'étais resté avec mes problèmes d'intestin et que j'avais rien fait, j'aurais pas la même vie et j'aurais probablement déjà des problèmes de santé aujourd'hui à 37 ans, et n'en parlons pas dans 10 ou 15 ans, dans quel état je serais franchement, parce que t'imagines quand on arrive avant 30 ans à devoir arrêter le sport tellement t'es fatigué et tellement tu as mal, imagine ce que c'est à 40 ou à 50 quoi. Tu te dis, le reste du chemin va être long, hein. C'est ça va être long. Et donc, il y a vraiment cette intention de retrouver la santé, la vitalité. Tu vois, je parle toujours d'énergie, j'ai toujours ça sur mon tableau. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment avoir l'énergie, le jus, la vitalité, de profiter de la vie, quoi. Et ça, je l'avais vraiment perdu. Et du coup, c'est tellement puissant quand tu le retrouves, tu as juste envie de le crier au monde entier et d'essayer, ne serait-ce que de toucher une personne de temps en temps pour aller mieux. Ce qui est marrant, pour revenir à ce que tu disais, c'est que quand tu parlais des symptômes que tu avais, tendinite, fatigue chronique, problèmes intestinaux, ce qui est marrant, c'est que rétrospectivement, avec nos connaissances qu'on a aujourd'hui, enfin, je sais pas pour toi, mais quelqu'un vient me voir avec ces 3 symptômes, enfin, tout de suite, c'est évident, quoi. Change ton alimentation directement, quoi. Là, c'est 3 red flags qui montrent que tu as un corps qui est ultra enflammé. Ouais, et typiquement, enfin, les tendinites aujourd'hui, pour moi, c'est éradication. Enfin, tu connais bien le domaine, étant coach de CrossFit. Pour moi, les tendinites, il y a pas de raison particulière que ça arrive. En fait, même en faisant des mouvements répétitifs et avec des fortes charges, il y a pas de raison particulière que ça arrive. Si tu as un corps qui est en bonne santé, qui est globalement en mode anti-inflammatoire, il y a pas de raison. Par contre, si tu as un corps qui a des prédispositions à être inflammé parce que tu as une mauvaise alimentation, un mauvais lifestyle, là, clairement, les tendinites, tu étais un bon client, on va dire, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. C'est ça. Alors, je suis assez d'accord. Je mettrais un petit bémol. C'est que si tu prends un nouveau mouvement et que tu en fais trop tout de suite, ça, malgré l'alimentation anti-inflammatoire, ça peut arriver. Je vais te donner un exemple. Tu vois, quand j'ai repris le basket, par exemple, la 2e fois, je me suis senti pousser des ailes, donc genre j'ai 20 ans, tout va bien. Et donc basket, course à pied sur le côté, bim bam. Mais à un moment donné quand même, j'ai mon tendon d'Achille qui me dit alors
je vais pas te faire une tendinite atroce, mais s'il te plaît, fais quelque chose parce que là, c'est un peu trop quand même, tu vois. Et, et je suis d'accord avec toi, par contre, que l'inflammation l'inflammation chronique vraiment latente comme ça, va décupler la tendinite en fait, va vraiment et surtout va la faire perdurer. Et moi, une chose qui vraiment m'alerte chez les gens, c'est j'ai une tendinite au genou, à l'épaule et au tendon d'Achille, tu vois. Je dis ouais non. Alors certes, il y a probablement un pattern de mouvement qui est pas génial, mais il faut absolument aller voir du côté de ton inflammation et donc de ton alimentation. Maintenant, ce que tu disais avec les red flags, moi c'est toujours ces problèmes de peau, problèmes de ventre, fatigue chronique. L'air de rien, les migraines. Je suis assez surpris à quel point on peut jouer sur les migraines. À la base, franchement, je m'y attendais pas, sincèrement. Et puis, bien sûr, les douleurs, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, j'ai les tendons, ceci. Là, tu sais que tu peux vraiment aider la personne, quoi. Tu sais qu'elle peut vraiment prendre les choses en main. Alors, est-ce que tu auras 100% de guérison des symptômes? Tu sais pas. Mais en tout cas, tu peux avoir vraiment une marge énorme de manœuvre. Surtout quand on sait que même dans l'alimentation santé reconnue comme étant saine en 2024, on sait qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et si on revient à quand nous on était jeunes, alors là, c'est, je veux dire, les gens qui mangent encore comme quand nous on était jeunes, il y a encore beaucoup. Là, il y a vraiment vraiment beaucoup de travail et du coup beaucoup de marge d'amélioration. Exactement. Ouais. Et pour revenir aux migraines, c'est intéressant parce qu'effectivement, j'ai vu beaucoup de personnes qui suivaient mes méthodes, qui ont mis au silence leur migraine parce qu'effectivement, ils avaient des migraines chroniques. Et j'ai lu récemment un livre sur le protocole RECODE, qui est donc un protocole développé par un chercheur américain pour prévenir et voire même inverser Alzheimer sur des cas, on va dire, pas trop avancés. Et en fait, la base, c'est l'alimentation anti-inflammatoire avec des bonnes doses d'oméga 3, etc. Et on se rend compte que le cerveau, en fait, c'est un organe qui déteste au plus haut point l'inflammation, en fait, quoi. Ouais. Et typiquement, les personnes qui vont avoir de l'inflammation vont avoir et qui ont peut-être une sensibilité de base, en fait, des migraines et peuvent être à terme des bons clients, malheureusement, pour les maladies neurodégénératives, quoi. Ok. Et est-ce qu'il passe forcément par le cétogène, parce que j'avais vu ça récemment sur. Pas forcément du cétogène, mais au moins du low carb, on va dire, quoi. Au moins du low carb avec des compléments alimentaires optimisés pour l'anti-inflammation et voilà. Bon, c'est un protocole qui est de base simple, c'est de l'alimentation anti-inflammatoire. Après, il y a des optimisations avec certains compléments alimentaires, mais la grosse base, c'est l'alimentation anti-inflammatoire, quoi. Et tu penses qu'il y a des choses à prendre en prévention dans ce livre? Je pense que si déjà tu as un style de vie anti-inflammatoire, tu as des très bonnes bases. Après, effectivement, c'est ce qu'il dit dans son livre, c'est que tu as des gènes en fait qui prédisposent à Alzheimer. Et dans ces cas-là, les gens qui ont ces prédispositions ont d'autant plus intérêt à mettre non seulement en place une alimentation anti-inflammatoire, plus les compléments qu'ils recommandent, qui sont normalement faits pour du curatif, mais qui peuvent, pour les gens qui ont le mauvais gène, on va dire, faire du préventif. Ouais, parce que tu vois, ça c'est quelque chose qui me parle énormément. Je me permets de rebondir, mais tu vois, je te parlais des choses que je suis content d'avoir faites, d'avoir mises en place tôt, parce que si j'avais continué, ce serait un drame. Et tu vois, dans ma famille, il y a un énorme background de maladies chroniques, de civilisation, etc. Mais vraiment énorme. Avec infarctus, avec cancer, avec Parkinson, avec hypertension, avec un truc de dingue, quoi. Et donc, je me dis, ok, j'ai 37 ans, on va dire que ça fait à la louche 10 ans que j'améliore ma santé, et ça fait aussi du coup un peu plus de 10 ans que j'ai eu mes problèmes. Je me dis, tu vois, si j'avais continué pendant 10-12 ans comme ça, à cumuler l'alimentation que j'avais avant, finalement, je vois ce qui s'est passé avec les antibiotiques que j'ai pris et avec la lecture de paléonutrition et puis d'autres bouquins et puis tout se réveille en fait comme quelque chose de très positif, tu vois. Alors j'ai vraiment pas rigolé quand ça m'est arrivé. Franchement, j'ai dégusté, mais je me dis c'était mieux à ce moment-là que 20 ans plus tard, quand il était peut-être trop tard, quoi. Et donc finalement, tous les petites pathologies, petites ou moyennes, grosses pathologies qu'on a eues quand on était plus jeune, on va dire, c'était un peu salvateur en fait, parce que ça nous a permis de mettre en place des choses assez rapidement pour éviter d'aller dans le mur plus tard. Parce qu'effectivement, il y a peut-être je dirais pas des points de non-retour, mais plus on prend des problèmes tardivement, plus ça peut être compliqué. C'est ça, plus ça peut être compliqué. Est-ce que tu traques régulièrement tes marqueurs sanguins?
Alors pas spécifiquement, mais là je vais le faire prochainement, ouais, pour notamment je vais participer à une conférence au mois d'avril où il y aura des gens qui vont justement pouvoir faire notamment tout ce qui est étude du niveau inflammatoire du corps. Donc je suis très curieux de voir où j'en suis. Bien sûr. Est-ce que tu as une idée des quelques marqueurs qui vont te proposer? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, j'ai mon idée sur la question, mais est-ce qu'il y a des trucs... Bah, toi, tu as toutes les molécules CRP réactives, etc. Enfin, tous les molécules classiques de l'inflammation. Et effectivement, tu as des niveaux standards. Et puis, je pense que chez beaucoup de gens, malheureusement, ces niveaux sont assez élevés. Donc, on va voir où j'en suis, moi. Je pense, j'ose espérer que je suis sur des niveaux raisonnables. Je crois qu'avec ton mode de vie, ça va aller. Après, tu peux avoir une mauvaise surprise, mais à mon avis, vu comment tu manges, je sais que tu manges, je sais que tu bouges, je sais que tu vas au soleil, je pense qu'on est déjà pas mal. On est pas mal, ouais. Mais effectivement, ça peut être intéressant de se traquer. Enfin, tu vois, notamment, je me suis mis à suivre il y a pas très longtemps, je crois qu'il s'appelle Brian Johnson aux États-Unis. Je sais pas si un gars qui est très dans le biohacking et qui a comme volonté de vivre super vieux, enfin de tuer un peu la mort. Grosso modo, son idée en fait, c'est de mettre parce que c'est un homme qui est très riche, qui a développé pas mal de business aux États-Unis en fait, et tout son argent en fait aujourd'hui, il met au service de sa santé pour notamment développer des techniques de biohacking très avancées, très évoluées. Alors sans dire que je vais aller jusque là, parce que lui, c'est un niveau extrême, mais là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai lu sur un peu ce qu'il faisait. Il a des prises de sang très régulièrement pour voir où il en est en fait, et il suit effectivement tous les marqueurs intéressants de sa santé, vraiment de façon très chirurgicale. Ouais. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Ouais, toi, en Belgique, t'as des laboratoires qui peuvent faire ça, parce que je sais qu'en France, malheureusement, le seul problème qu'on a, c'est que tu vas aller faire une prise de sang aujourd'hui. Donc, tu vas voir ton médecin traitant, qui dit bonjour, je voudrais un peu suivre mes marqueurs, et ton médecin il va te dire, vous êtes malade aujourd'hui? Et tu vas dire, bah non, tout va bien. Tu peux pas faire de la prévention. Ça sert à rien alors. Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de faire des prises de sang ou des analyses sanguines en préventif. Parce que ton médecin qui donc va faire l'ordonnance pour ça va te dire que ça, y a pas de raison et que du coup ça va augmenter le trou de la sécurité sociale en fait, grosso modo. Et même ça veut dire, mais j'ai envie de payer par moi-même en fait, t'inquiète pas, je paye tout. Et dire non, mais y a pas besoin. Donc en fait, ce qui est hyper dommage, c'est qu'en fait tu peux faire finalement que des études, enfin que des prises de sang, des analyses sanguines que dans un but curatif et pas préventif. Je trouve ça tellement dommage, parce qu'au final t'attends d'être malade pour t'en rendre compte. Ouais, je suis entièrement d'accord. Donc nous on a un peu plus de chance, en tout cas j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'autour de nous, si on va demander une prise de sang, on nous la fait quoi. On nous ennuie pas. Et ça c'est plutôt cool. Maintenant il y a des choses qui sont pas remboursées. Donc tu vois, par exemple, si tu vas faire un profil lipidique, ben ça tu sais que tu vas douiller quoi. Et là on a payé, moi j'avais demandé ça, je l'ai fait une fois pour avoir des infos justement sur mon inflammation, et ça m'a coûté 150 €. Après, je vais faire une prise de sang classique, tu sais, avec la vitamine D, le magnésium, etc., etc. Alors, la vitamine D, c'est pas très remboursé, mais ça coûte 8 €. Mais voilà, la plupart des choses, comme la thyroïde et tout, sont super bien remboursées. À la fin, tu te retrouves avec une addition de 20 €. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Et voilà, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à regarder, surtout si tu as un historique. Tu vois, si tu as un historique qui soit familial ou des antécédents qui sont personnels, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à surveiller. Par exemple, moi, ma vitamine D, tu vois, c'est quelque chose, j'avais une carence terrible. Ben, je surveille régulièrement ma vitamine D pour être sûr que les niveaux sont bons, même si, très honnêtement, je le sens quand mes niveaux sont bons ou pas, mais je préfère toujours voir. Par exemple, un truc dont j'ai pas parlé tout à l'heure dans les problèmes de santé que j'ai eu, tu vois, c'est que ma thyroïde a foutu le camp. Donc en fait, oui, c'était assez incroyable. Je me suis retrouvé, donc je te dis, fatigue, machin et tout. Je me dis mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Donc on me fait une prise de sang et on voit que ma thyroïde, bof quoi. Donc tu étais en hypothyroïdie. Hypothyroïdie, on commence par me donner de l'iode. Ça marche pas, et donc on passe à la L-thyroxine, tu vois, donc tu sais, l'évothyrox, enfin tout ça quoi. Et voilà, je me retrouve à prendre ça en 50, si mes souvenirs sont bons. Et tu vois, et j'ai 27, 28, enfin je sais pas, je suis super jeune, et je me dis mais enfin c'est incroyable, c'est des hormones thyroïdiennes avant 30 ans. Enfin, tu peux avoir des cas compliqués, mais tu vois, chez moi il y avait rien qui indiquait ça à la base. Et donc je me suis soigné, si je peux dire ça comme ça. Et un jour je me suis dit bah juste pour voir, en fait, je vais arrêter de prendre mes hormones et je vais aller me faire retester quoi.
Et depuis, j'ai plus jamais eu de problème à la thyroïde. Donc ça, c'est quand même assez spectaculaire aussi parce que ça se voit sur des marqueurs sanguins. Il y a la perception de la personne, il y a comment moi je me sens. Mais là, je peux aller chez un médecin et dire, regardez, vous n'avez rien fait pour moi et regardez. Et ça, c'est quand même aussi assez cool parce que, comme j'en parlais avec Julien Pinault pour d'autres choses comme l'anxiété ou même le sport, en fait, ce qui est cool, c'est que ça valide le système. Enfin, ça valide ou invalide. Dans certains cas, il y a des choses qui fonctionnent pas. Tu sais, t'as dit que tu voulais peut-être qu'on parle du carnivore, par exemple, mais tu vois, sur mes marqueurs sanguins, il y a eu des choses intéressantes de ce côté-là, du positif et du moins positif. Et du coup, c'est intéressant parce que tu te dis, tu peux un peu a posteriori comme ça voir si ce que tu mets en place est validé objectivement, même si je pense, et je serais très intéressé d'avoir ton avis là-dessus, moi je pense que la perception de la personne, c'est le plus important. À partir du moment où tu te sens bien, tu sais, quelqu'un qui me dit oui, mais je veux quand même faire une prise de sang. Je dis mais tu te sens super bien. Parce qu'elle avait fait un changement alimentaire, tu vois. Je dis tu te sens hyper bien, tu dors mieux, tu fais mieux ton sport, tu as perdu du poids, tu as bonne mine, tout le monde te le dit. À ton avis, ton marqueur sanguin, il va dire quoi? Tu peux aller voir, je trouve ça cool. Mais je veux dire, si même ton marqueur sanguin n'est pas le bon, t'es dans le bon, t'es en train de faire quelque chose qui est bon pour toi, c'est une certitude, tu vois. À partir du moment où tu te sens mieux toi, je pense que ça, c'est quand même capital, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Le ressenti, c'est super important. Et beaucoup de gens ne savent pas trop écouter leur corps, malheureusement, parce qu'ils sont tellement pris dans un environnement, tu vois. Il y a beaucoup de bruit et tout. Ils savent plus écouter leur corps. Après, je pense que ça reste quand même intéressant de faire des petits contrôles de temps en temps. Tu vois, juste on le fait pour sa voiture. Pourquoi on ne ferait pas pour notre corps, en fait, finalement? Ta voiture, elle dit, elle roule bien, et là, je vais faire la révision des 15 000, mais ok, mais pourquoi tu ne le ferais pas pour ton corps, en fait? Pourquoi tu ne ferais pas un petit bilan sanguin? Je veux dire, ton corps, il vaut quand même plus cher qu'une bagnole, quand même, quoi. Beaucoup de gens entretiennent mieux leur voiture que leur corps, donc. Ouais, c'est incroyable ce truc. On me l'a dit un jour et depuis, c'est vrai que c'est resté cette image de dire, bah oui, il y a des gens, effectivement, qui mettraient jamais une essence de mauvaise qualité dans leur bagnole, mais qui mangent. Qui choisissent la meilleure huile possible. C'est l'huile Formule 1, machin. Ouais, mais c'est l'huile qu'ils mettent dans les Formule 1, donc je le mets dans ma voiture, c'est la meilleure huile. Mais par contre, dans ton assiette, tu mets de la merde, donc. Ouais. Le problème, c'est que on n'a pas de conséquences immédiates si on n'y prête pas attention. Tu vois, si je prends un mauvais repas, si j'ai l'habitude d'être dans cet état un peu de fatigue, un peu léthargique avec un ventre qui est pas top tout le temps, tu vois, si je suis tout le temps dans cet état-là, je ne vois pas la différence après un repas. Et je vais juste me faire rattraper un jour à 40, 50, 60 ans. Boum, hypertension, boum, hypothyroïdie, boum, inflammation, ceci, tu vois. Et là, on va te dire, ben voilà, prédiabète, ben voilà, cellules cancéreuses, ben voilà. Et là, tu te dis, ok, tous ces choix-là, en fait, j'aurais pu les faire plus tôt. Et moi, je pense quand même très, très souvent à ça, je t'avoue. Parce que je fais pas que des bons choix alimentaires, mais je me rappelle toujours que dans 10, 15, 20 ans, je serais content de faire majoritairement des bons choix alimentaires. C'est ce que je dis aux gens parfois, en fait, c'est que arrive un moment où il faut payer l'addition. Ouais. Et parfois, elle peut te saler. Donc, effectivement, les choix qu'on fait aujourd'hui semblent parfois anodins. On se dit, ouais, ça va, les gens qui disent, ouais, j'ai pas un bon lifestyle, mais ça va, globalement, aujourd'hui, je suis en bonne santé. Mais je dis, ça va pas durer. Enfin, c'est pas pour être méchant, mais un jour ou l'autre, il faudra que tu payes l'addition, quoi. et elle peut être très salée. Effectivement, à un moment, ça peut très vite dégénérer. Récemment, dans ma famille, j'ai eu quelqu'un qui est décédé en 3 mois. Oh. C'est-à-dire que c'était globalement bonne santé. Premier problème, qui a emmené un deuxième problème, puis troisième problème, très grave. Et en 3 mois, il est décédé. C'est vraiment pas pour faire peur, mais c'est juste pour sensibiliser les gens au fait que parfois ça peut aller très très vite. Et il faut se méfier de ça parce que quand le mal est installé, des fois ça peut être. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut se méfier du tout va bien maintenant, on verra plus tard. Je pense que ça peut. Alors voilà, on en revient là-dessus. Tu vois, c'est toute une discussion que j'ai aussi parce que à un moment donné, tu vois, j'ai parlé du cancer sur ma chaîne. Tu vois, alors ça a fait très plaisir à des gens, pas du tout à d'autres, peu importe. Mais il y a un truc qui ressortait très fort, c'est de dire oui, mais vous êtes trop strict. Et j'étais assez d'accord. En fait, j'expliquais aux gens le niveau d'intensité que tu dois mettre dans ton alimentation dépend de ton état, bien entendu. Si tu es en pleine santé, tu as 40 ans, tu as toujours fait du sport, tu as toujours bien mangé, globalement, tu es heureux dans ta vie, tu vois, tu vas au soleil, tu as des amis, évidemment que tu peux te permettre plus de choses que la personne qui a l'intestin irritable
qui, elle, peut encore se permettre plus de choses que la personne qui a le cancer stade 3. Évidemment, en fait, tu vois. Mais il y a un extrême dans lequel on peut pas jouer non plus. Moi, ce que je faisais avec ma santé quand j'étais plus jeune, c'est une certitude que si j'avais gardé ça toute ma vie, je serais en travaux à 40, 50, 60, j'en sais rien. Mais il y a un jour où je me prendrais une grosse mandale. Et là, ce que je veux faire, c'est éviter ça à tout prix. Ouais. Et c'est souvent un peu le débat entre la gratification immédiate et la gratification différée, quoi. Je pense qu'il faut aussi se dire que, effectivement, des fois, peut être un peu contraignant de prendre soin de sa santé parce que ça demande des efforts. Manger bien, faire du sport, ça demande des efforts. Mais ces efforts, en fait, ils vont payer plus tard. Sur le coup, ça n'a pas l'air de payer. On se dit, bon, ok, j'ai bien mangé, je fais du sport, mais voilà, il n'y a pas grand-chose qui ont changé. Mais il faut se dire que c'est une sorte d'assurance vie aussi qu'on prend pour plus tard. Et souvent, c'est compliqué parce que aujourd'hui, on vit dans un monde qui est plutôt orienté vers la gratification immédiate. Oui. Avec les shoots de dopamine qu'on a via les réseaux sociaux, avec la nourriture. Tout, en fait. La nourriture, voilà. C'est plutôt orienté sur prends du plaisir maintenant et advienne qui pourra, quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être bien. Moi, je pense qu'il faut pas en fait forcément mettre de côté la gratification immédiate. C'est important, je veux dire, on vit aussi pour ça, mais il faut que ça reste relativement occasionnel. Ouais. C'est pour ça que moi, j'enseigne énormément la règle des 80-20. Je dis, on peut faire des repas récréatifs, des repas où on se pose pas trop de questions à l'occasion, et c'est totalement OK. Et c'est grâce à une bonne alimentation en parallèle et grâce aux 80%, grâce à tout ce qu'on a fait en parallèle, que en fait les 20% n'auront finalement pas trop d'impact sur notre santé, quoi. Je suis entièrement d'accord, et je trouve qu'un système qui peut aider à ça, c'est de se mettre des espèces de benchmarks, des espèces de mesures plus proches. Tu vois, parce que si je te dis à 35 ans, encore pire, à 20, 25, que en fait tu manges bien maintenant parce que tu seras en super santé à 60 ans, c'est un peu compliqué quand même à imaginer, tu vois. C'est un peu compliqué il y a très peu de gens qui ont cette capacité, si tu veux, d'abstraction à aussi long terme. Et donc, je pense qu'un truc qui peut être intéressant, c'est de marquer des petites victoires assez régulières, tu vois. Donc, par exemple, de dire, je vais me mettre un objectif sportif. Je te donne cet exemple. Je voudrais, je ne sais pas moi, courir un 10 km, et donc, le 10 km va me permettre en fait de mesurer si ce que je fais fonctionne, et donc je vais essayer de bien manger pour atteindre ces 10 km. Je parle d'un truc sportif, ça peut être un truc esthétique. Je peux par exemple avoir envie d'avoir des plus jolies cuisses ou des plus belles épaules, tu vois. Ça peut être au niveau énergétique. Tiens, d'habitude j'ai un coup de barre à 14 heures et maintenant j'arrive à avoir, je sais pas moi, plus du tout de coup de barre ou un moins gros coup de barre, tu vois. Et toutes ces petites mesures permettent, je trouve, d'obtenir une gratification qui est certes différée, mais qui est pas différée à 25 ans. Tu vois, elle est différée à 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire dans certains cas 1 semaine. Parce que si tu fais n'importe quoi avec ton repas de midi et ton petit-déj, et que d'un coup, t'améliores ça, je veux dire, ton énergie en journée à 14-15 heures, elle va remonter très très vite. Tu peux changer ça quasiment du jour au lendemain, en fait. Et donc ça, tu vois, c'est des petites gratifications comme ça. D'ailleurs, la petite anecdote que j'ai très très régulièrement, tu vois, j'ai un système de coaching qui s'appelle Propulsion, où en fait, on fait ce que j'appelle de la perte de poids anti-inflammatoire, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, on aide les gens qui sont vraiment en perte de poids, particulièrement avec des pertes de poids qui stagnent, et on passe par l'alimentation anti-inflammatoire pour débloquer ça. Et en fait, ce qui est assez fun, c'est quand ils suivent bien le truc, tu vois, puis après quelques semaines, on intègre justement le principe d'un repas écart. Parce qu'en fait, je leur dis, tu vas devoir l'apprendre. Alors autant l'apprendre tant qu'on est dans le coaching, tu vois, parce que un jour, tu vas avoir Noël, un anniversaire, des amis, un goûter, peu importe. Donc, on va l'apprendre maintenant. Et là, très souvent, ce qui se passe, c'est ils le font, tu vois. Et puis le lendemain, ils sont en travaux, ils ont mal à la tête, ils sont fatigués, ils ont le ventre gonflé, ils disent « Mais c'est pour ça qu'on mange plus comme ça, en fait. » Tu vois. Et alors qu'avant, c'était leur standard, ils s'en rendaient pas compte. Ils étaient tellement baignés dedans qu'ils s'en rendaient pas compte. Et d'être juste sorti un petit peu de ce merdier. C'est ça. Et d'y revenir. Il y a très très longtemps, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Le syndrome de la pièce qui pue, qui disait en fait en gros que tant qu'on est dans une pièce avec une mauvaise odeur, on s'en rend pas compte. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de sortir de la pièce, fermer la porte, attendre genre 5 minutes et re-rentrer dans la pièce. Et là, on va sentir l'odeur. Mais en fait, notre corps a une capacité en fait à mettre en sourdine les signaux d'alarme, parce qu'en fait, je pense qu'à un moment, envoyer trop de signaux d'alarme, ils se rendent compte que c'est peut-être plus suffisamment efficace. Donc
il est beaucoup plus sensible, en fait, aux nouveautés plutôt qu'à quelque chose qui est constant, en fait. C'est pour ça que souvent, l'inflammation à bas bruit, l'inflammation chronique, n'a pas tant de conséquences, il n'y a pas trop de ressenti sur la vie des gens parce qu'en fait, finalement, ils sont habitués. Ils sont habitués à avoir de la fatigue, habitués à avoir une peau qui est pas terrible, et en fait, juste des fois, en sortir un petit peu et en revenir après, se dire, ah oui, là, je comprends. Et c'est valable, exactement pour le sucre. L'exemple typique, c'est le sucre. Quand on apprend à manger une alimentation qui est pas trop riche en sucre et qu'on y retourne ensuite, on se dit, mais qu'est-ce que c'est sucré, mais je mangeais ça avant, moi. C'est incroyable, en fait. Le goût change. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc c'est intéressant effectivement de forcer les gens des fois à revenir sur ce qu'ils ont quitté pour se rendre compte à quel point c'était pas quelque chose de top, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu vois, tu parlais des migraines, par exemple. Donc, à la base, moi, vraiment, c'est un truc auquel je m'attaquais pas. J'avais pas conscience que c'était quelque chose qu'on pouvait à ce point aider avec l'alimentation. Et donc, on aide une première personne, mais vraiment migraine chronique, 30 ans de migraine, clouée au lit, enfin des trucs atroces, hein. Et elle me dit, non, mais en fait, quand je mange comme ça disparaît. Je dis, waouh, c'est assez impressionnant, tu vois. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à avoir quelques témoignages, tu vois, et puis là, récemment, encore un cas incroyable. Non, mais avant, j'avais une migraine par semaine, clouée au lit 2 à 3 jours. Je dis, ah oui, c'était à ce point. Elle dit, oui, et depuis, j'en ai eu plus qu'une. Je dis, comment ça en a eu une? Bah oui, un jour, j'étais invité, j'ai mangé des frites et une glace. Et le lendemain, migraine. Et elle dit, coïncidence, je ne pense pas. Voilà, c'est ça. Et elle m'a dit, c'était assez marrant, elle m'a dit, ça m'a bien calmé pour les frites et les glaces, hein, je peux te le dire, tu vois. Et il y a vraiment ce truc où, ouais, c'est instantané dans son cas, elle, c'était pic d'inflammation et ça repartait directement dans les migraines. Donc, voilà, en général, c'est une belle piqûre de rappel. Ouais, carrément. J'aimerais qu'on reparle un petit peu de santé intestinale, parce que tu connais bien le sujet. Est-ce que tu pourrais nous donner 5 méthodes, on va dire 5 techniques que tu as appris avec ton expérience, tes connaissances, pour vaincre des problèmes intestinaux, notamment le syndrome de l'intestin irritable que tu connais bien. Et ça pourra nous amener justement sur la discussion que je voulais, c'était l'alimentation carnivore. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant à évoquer. Tout à fait. Donc, par rapport à l'intestin irritable, si tu veux, la première chose à comprendre, c'est qu'on est tous très différents, mais pas sur les choses principales. C'est-à-dire que il y a chez tout le monde, tous les gens qui ont l'intestin irritable bénéficient, par exemple, de diminuer leur consommation de céréales et même de les supprimer, en fait. OK ? Donc, on va faire dans l'ordre. La première chose, c'est que tu veux éviter au maximum les aliments ultra transformés parce que tu vas te retrouver avec certains additifs industriels, parce que tu vas te retrouver avec des graisses de très mauvaise qualité, avec du lactose, du gluten, vraiment des choses ajoutées avec lesquelles ton intestin va avoir beaucoup de mal à dealer. Donc, ça, c'est la première chose, mais quelque part, vous vous y attendiez un peu. Après, on va me dire le sucre. Et en fait, le sucre ne pose pas tellement de problèmes juste pour ça, d'accord ? Juste pour ça, bien sûr, il pose plein d'autres problèmes, on va en parler. Mais pour l'intestin irritable à proprement parler, en fait, ce qui est très frustrant, et c'est vraiment un feedback que j'ai régulièrement, c'est je mange sainement et ça ne va pas mieux. Et en fait, le problème, c'est quoi ? C'est que les gens qui mangent, je mets des guillemets, sainement, en fait, ils passent d'une alimentation, par exemple, ils vont chercher, une pizza surgelée et ils se font un plat de pâtes à la maison. Ils passent des céréales choc à pic, machin, et ils s'achètent un granola bio. Et en fait, oui, c'est mieux pour la santé dans l'absolu, bien sûr, sauf que pour ton intestin irritable, c'est pas mieux, et dans certains cas, c'est pire. Parce que si, par exemple, avant, tu mangeais, imaginons que tu vas manger un McDo, mais en fait, ton McDo, il est plus facile à digérer que si à la maison, du jour au lendemain, tu te mets à faire un plat de pâtes avec des crudités. Tu vois ? Donc, je le redis, pour la santé, il vaut mieux de faire le plat de pâtes avec les crudités, on est bien d'accord. Par contre, pour ton intestin, c'est autre chose. Et c'est là qu'en fait, tout le débat autour de l'intestin irritable est très intéressant. C'est de dire, il y a des choses qui peuvent être bonnes pour la santé pour certaines personnes, oui, mais si tu es en crise d'intestin enflammé, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te faire un chou-fleur cru si tu es en intestin irritable en crise. C'est impossible. Ah, tu peux, mais tu vas le vivre. Et donc, l'idée, c'est de choisir un peu vers où je vais. Alors, les 2 premières choses, moi, j'appelle ça les usual suspects. OK ? C'est les 3, en fait. C'est plutôt 3 que 2. C'est céréales, produits laitiers, légumineuses. En général, tu commences par ça.
Et ça va déjà beaucoup mieux. Et maintenant, je devrais dire que si je dois en ajouter un, en fait, c'est les crudités. Parce que chez beaucoup de gens, beaucoup de gens, les crudités ne fonctionnent pas avec l'intestin irritable. Alors, certaines crudités peuvent. Par exemple, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile de digérer un concombre sans la peau qu'une carotte crue et encore plus qu'un chou-fleur cru, par exemple. Et déjà, tu commences par ça. Et je le redis, le but, par contre, dans certains de ces aliments, ne va pas être de les arrêter pour toujours, mais de dire, en tout cas, on doit prendre soin de ton ventre d'abord. Donc, l'idée, c'est de te dire, tu sais, tu parlais de la pièce qui pue, etc. Bah, ici, tu vas plutôt imaginer que tu as une pièce qui est en feu, en fait. Et tu dis, bah, avec la pièce en feu, j'ai beaucoup moins de marge de manœuvre parce qu'à chaque fois que je vais venir ajouter quelque chose qui est à peu près inflammable, ça va partir, quoi. Alors que j'ai besoin de mettre des choses dans cette pièce qui vont pouvoir d'abord apaiser l'inflammation. J'ai besoin de mettre des choses qui vont me donner du carburant, certes, mais qui ne vont pas nourrir ce feu. Et c'est comme ça que, dans certains cas, tu te retrouves avec des alimentations qui sont réduites. Je m'explique. Chez certaines personnes, tu as quasiment 100% de l'alimentation qui devient inflammable. Et ça, c'est le problème. C'est qu'en fait, j'ai vraiment des gens qui me disent, et tu sens le désespoir vraiment à ce moment-là, qui est, je ne sais plus quoi manger. Ouais. Je ne sais plus quoi manger. Là, j'ai une fille, parce que bon, elle traîne ça depuis tellement longtemps, malheureusement, et elle a fait beaucoup de mauvais choix, et enfin voilà. Bah, elle me dit, je peux seulement manger des glucides simples, sans rien. Pour le moment, je ne peux manger que ça. Alors, j'aimerais qu'elle réintroduise la viande. Le problème, c'est qu'elle veut rester végétarienne. Donc ça va être un gros challenge. C'est compliqué. Ouais. Oui, ça va être très, très compliqué. Mais tout ça pour dire que tu peux pousser le truc jusque-là. Alors, le but, c'est de dire, bah, en fait, quand tu es en crise avec l'intestin irritable, tu dois faire très attention parce qu'il y a plein de choses qui sont inflammables. Et puis, quand ça va mieux, tu peux commencer à retester des choses et refaire une alimentation variée. Tu vois, je vais prendre mon cas, par exemple. Je sais qu'il y a des choses qui fonctionnent toujours pas. Qui fonctionnent pas sur une fois, mais avec avec d'autres, j'ai un peu plus de marge de manœuvre. Et si j'entraîne mon microbiote, ça on peut en parler, c'est assez intéressant, je peux maintenant digérer des crudités sans aucun problème. Et ça, c'est cool, parce qu'à une époque, c'était pas le cas. Sauf qu'en été, c'est vachement agréable de se faire une bonne salade. Sauf que quand t'es, je sais pas, au resto, que tu veux te faire une salade de chèvre chaud, bah, t'es content de pouvoir digérer tes crudités et ton fromage de chèvre, alors qu'à la base, tu m'aurais mis ça, il y a quelques années, ça m'aurait mis en travaux pour plusieurs jours. Ouais. Donc, tu me parlais des 5, je te dirais... Juste, excuse-moi, avant de passer à la deuxième, est-ce que, tu parlais des légumineuses, est-ce que tu considères que même les légumineuses qui ont été trempées, etc., c'est même combat ou pas? Alors, c'est moindre. Donc, en fait, si tu consommes des légumineuses qui n'ont pas été trempées, etc., tu vas voir que tu vas faire réagir tous les gens qui ont des problèmes de ventre. Versus si tu les trempes et que tu les fais bouillir, tu vas faire réagir beaucoup moins de gens. Mais chez quelqu'un qui a l'intestin irritable, ce que j'appelle en crise, entre guillemets, ça veut dire le moment où c'est vraiment aigu. Franchement, j'ai jamais vu personne qui m'a dit les lentilles et les pois chiches, c'est la fête, quoi. Tu vois? Mais c'est sûr que par le trempage et la bonne cuisson, tu diminues, mais vraiment radicalement, les complications digestives. Ok. Donc on avait vraiment... Ouais. Donc, on a vraiment ça, c'était la première partie. Donc, enlever céréales, produits laitiers, légumineuses. Ouais. Et éventuellement les crudités. Ouais. En tout cas, certaines. Voilà. Et ça, c'est la première partie. Ouais. Alors, c'est la première partie, mais ça fait quand même 4 grands groupes. Hein, donc... Ouais. Alors, sachant que, comme tu disais, le but, c'est pas les enlever à vie. Non. Le but, c'est déjà faire une pause pour voir un peu comment ça fonctionne et puis mieux se connaître et faire reposer l'intestin pour mieux le réparer ensuite et ensuite réintroduire peut-être progressivement. Mais bien sûr, c'est pas enlever ces aliments à vie, bien sûr. Non, c'est ça. En fait, tout le monde me dit oui, mais je vais quand même remanger de ça. Ben oui, je te le souhaite, bien sûr. Mais par contre, je vais te dire un truc. Si tu digères pas les lentilles aujourd'hui et que tu continues à manger des céréales et du chou-fleur cru, tu digéreras jamais les lentilles. Et oui. Alors que si tu soignes ton ventre, tu éteins le feu dans la pièce. En fait, c'est ça l'idée, hein, c'est vraiment d'éteindre le feu dans la pièce. Et puis, tu viens réintroduire. Et là, tu vas voir que ton feu, il est peut-être tout petit comme ça au centre de la pièce. Et donc, tu peux remettre plein de trucs. Et peut-être première étape, c'est éteindre l'incendie. Deuxième étape, c'est vaincre les sources qui ont déclenché l'incendie. Faut pas qu'il recommence. Et ensuite, quand il n'y a plus l'incendie et les sources de l'incendie, alors on pourra
envisager de réintroduire les aliments anciennement problématiques. Exactement. Avec le fait qu'il faut aussi faire la paix avec le fait que certains ne fonctionneront plus jamais. Ça, il faut le savoir. Voilà. En tout cas, ça, c'est ce que je constate, sur le terrain avec certaines personnes et avec moi-même depuis très longtemps. C'est qu'il y a des choses. Voilà. Moi, tu me fais boire un verre de lait, je peux plus. Je ne peux plus. Ouais. Je suis malade direct. Par contre, je peux me permettre certains fromages. Je te parlais de fromage de chèvre, tu vois. Je peux me permettre certaines choses, mais je dois être prudent sur les quantités, sur la fréquence, etc. Tu vois. Là, par exemple, je sais pas si tu vois. Je crois que tu le vois. J'ai une petite irritation. Attends, je suis en miroir. J'ai une petite irritation là, tu vois, sur le visage. Ouais, Tu vois. Ouais, ça, c'est dû à deux choses. C'est dû au fait que, d'une part, je dors avec du tape et que parfois je le mets pas bien. Alors, ça m'aide à dormir vraiment beaucoup mieux. Après, c'est particulier, on peut en discuter, mais parfois, je le mets pas bien. Du coup, ça m'irrite un peu la peau. Mais ça vient du fait que j'ai réintroduit récemment et des cacahuètes et de la whey isolate. Donc, une forme vraiment très filtrée de protéines de lait. Et en fait, j'ai remarqué que la whey toute seule dans une alimentation anti-inflammatoire ne me posait aucun problème. Mais si j'ajoute typiquement des cacahuètes, qui sont quand même plutôt pro-inflammatoires et plutôt en plus pro-perméabilité intestinale, ça, c'est, voilà, résultat. Ouais, donc, je vais arrêter les cacahuètes et la whey ensemble. En fait, ce qui se passe, c'est que ton alimentation que tu as un petit peu modifiée a augmenté l'inflammation. Le scotch que tu te mets sur la bouche, ça a été un peu, on va dire, un peu l'étincelle, et du coup, ça a allumé un peu le feu, quoi. Les deux, en fait, sont liés, quoi. Enfin, les deux sont liés, quoi. T'as eu d'un côté le terrain, et de l'autre côté l'étincelle. Mais, voilà. Exactement. Si on met des belles images. Non, mais c'est ça, c'est vraiment cool. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à te connaître et de te dire, OK, où sont mes latitudes et où est-ce qu'elles ne sont pas et où est-ce qu'elles ne sont plus aussi. Parce qu'il faut être honnête, j'ai regagné énormément de marge de manœuvre par rapport à où j'en étais il y a quelques années, mais ça reste compliqué sur certains trucs. Je peux pas me permettre tout ce que je veux. Et en même temps, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je le redis, ça me rappelle à l'ordre. Ça me montre bien qu'il y a un problème inflammatoire quand je prends et des cacahuètes et de la whey. Ouais. Hop, petit problème de peau, là ça me démange un peu, ceci, ok, il y a un problème. Je vais arrêter et je vais recommencer là où je sais que ça fonctionne bien. Et là, je vais te proposer un concept que je trouve game changer vraiment pour l'alimentation des personnes qui ont des maladies de l'intestin. C'est en fait de trouver ce que j'appelle ton alimentation de secours. Et ça demande du travail et du courage parce qu'il faut accepter de peut-être pendant une semaine, un mois, manger très peu d'aliments. En fait, je voudrais que tu trouves les 3, 4, 8 peut-être, on ne sait pas, aliments qui ne te causent aucun trouble digestif. Aucun. Ça veut dire que tu vas régulièrement aux toilettes, ça veut dire que tu n'as pas mal au ventre, ça veut dire que tu n'as pas le ventre qui gonfle, ça veut dire que tu n'es pas crevé après le repas. Aucun. Et une fois que tu as ça, en fait, ce qui est fabuleux, c'est que tu as vraiment cette sécurité. Parce que tu sais qu'en tout temps, tu peux revenir à ça, apaiser ton inflammation et reconstruire par au-dessus. Et donc, je vais te donner 3-4 exemples à moi, tu vois. Moi, par exemple, le riz blanc, les carottes cuites et le poisson, par exemple, et le bœuf maintenant. Aucun problème. Mais aucun problème. Je peux manger ça du matin au soir pendant 1 an et j'ai le ventre plat et j'ai plein d'inflammation et voilà. OK? Et donc, ça m'est arrivé par le passé parce que parfois on est un peu con et donc j'ai fait des allers-retours, tu sais, en mode ok, je mange super bien, tout va bien et puis je vais essayer un peu ci, puis un peu ça, et puis à un moment donné, bam, ça me rattrape. Hop, alimentation de secours, j'éteins l'inflammation. Ça, tu vois, on reprend les images, ça pourrait franchement être l'extincteur pour moi, tu vois. Et après, je reconstruis là-dessus. Je dis ok, maintenant je réélargis un petit peu. Donc, je vais me repermettre un petit peu d'autres fibres. Je vais me permettre d'autres sources de protéines. Je vais réintroduire des œufs, par exemple, ce que je ne fais pas dans ma diète de secours, alors que je passe super bien les œufs en temps normal, etc., jusqu'à, en été, très souvent, manger un peu plus de crudités, plus de légumes, plus de fruits, etc. Et puis, l'hiver, diminuer un peu, être plutôt sur des courges, sur des choses cuites, etc., tu vois. Et ça, je sais que c'est la manière de fonctionner optimale pour moi. Et tu vois, ici, j'ai retesté un petit peu. Ça plante, donc je vais revenir en arrière. Je vais réduire mon alimentation à moins d'aliments. Je vais apaiser mon inflammation et je vais rester avec ça le plus longtemps possible. Sachant que c'est ultra spécifique à chacun et donc chacun doit expérimenter pour trouver sa diète
De secours, exactement. De secours. Oui. Et donc, après, c'est pas, pour moi, d'ailleurs, je l'ai souvent dit aussi, que c'est OK, je pense que d'avoir de temps en temps une alimentation un peu monotone. Oui, les diététiciens vont te dire que c'est peut-être une alimentation qui peut en ait des carences, mais parfois, je pense que c'est nécessaire parce que le mythe de l'alimentation ultra diversifiée, j'y crois pas tant que ça, en fait, quoi. Non. Je pense que c'est une fausse solution. De dire aux gens, faut manger un peu de tout. Je trouve que cette phrase, en fait, elle est pas top parce que elle indique aux gens que finalement, il y a aucun aliment qui est problématique et que tout à petite dose, c'est OK. Eh ben, c'est pas si simple que ça. Non. Je pense que encore moins si tu as des problèmes de ventre. Encore moins si tu as des problèmes de ventre. Ouais. Et donc, je pense qu'inversement, de temps en temps, une alimentation qui pose aucun problème, qui est saine pour soi, un peu monotone, volontairement, eh bien, ça peut faire beaucoup de bien, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai horreur de la phrase, faut manger un peu de tout. Cette phrase, elle m'énerve. je suis assez d'accord. Je me suis prêté à un jeu pour un podcast solo. Le challenge, c'était de dire, si je devais construire une alimentation, je mets des gros guillemets énormes, parfaite, avec 10 aliments, qu'est-ce que je mettrais? Et en fait, tu te rends compte que tu pourrais vivre avec très peu d'aliments et ne manquer de rien. Alors, ne manquer de rien, la vitamine D, bon, je pense que voilà, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle, mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que je pense pas qu'on doit avoir vraiment l'alimentation la plus variée possible, etc. Notamment parce que je reprends toujours cet exemple. Et tu sais, vu ma gueule et mes cheveux, moi, j'ai pas, mes ancêtres, ils ont pas grandi en Afrique, hein. Ou alors, ça fait vraiment très, 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 très longtemps. Je viens plutôt du Nord. Et ça a été largement étudié. En fait, il y a une corrélation directe entre la distance entre là où tu vis et l'équateur et la quantité de fibres dans ton alimentation. Donc, plus tu vis proche de l'équateur, plus il y a des fibres dans ton alimentation, plus tu t'en éloignes, moins il y en a. Et en même temps, il suffit de regarder ce que la nature produit. Je veux dire, faut pas. En fait, c'est du bon sens. Hein. Je veux dire, les Esquimaux, est-ce qu'ils mangent des carottes râpées? Je suis pas sûr. Pas sûr. Et d'ailleurs, on voit qu'on a un problème quand on donne ce genre d'alimentation à des Esquimaux parce qu'ils sont pas du tout prêts pour le faire, tu vois. Et donc, l'idée, c'est que moi, mes ancêtres, de toute évidence, ils mangeaient à des moments de l'année pas beaucoup de fibres. Parce que en Belgique, parce que, je sais pas moi, en Norvège, je veux dire, pendant 6 mois de l'année, pour trouver des fibres, c'est pas la fête, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, il y a quasiment pas de légumes qui poussent, en fait. Il y a juste pas, en fait. Ne fournit rien, quoi. Là, maintenant, tu vas dans un magasin bio en Belgique, on est en février quand on tourne, tu veux trouver des légumes et des fruits bio locaux, bah tu peux, mais il y en a 5. Tu vois? Voilà, il y a vraiment pas grand-chose, quoi. Et donc, tu te retrouves avec une alimentation qui est temporairement très peu diversifiée. Mais tu peux fonctionner avec, en fait. Et pendant l'été, par contre, où là, la nature va être beaucoup plus riche, beaucoup plus variée, bah, c'est le moment. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fonctionnait. On faisait des réserves de partout pendant l'été pour tenir le coup pendant l'hiver. Et pour moi, il y a vraiment cette logique-là. Et je me rends compte au fur et à mesure des années, parce que moi, je continue de tester. C'est vrai que, par contre, moi, je suis pas très monotone, tu vois. J'aime bien tester des choses, d'essayer pour vraiment toujours essayer de progresser. Et je me rends compte que chaque fois que pendant l'été, je mange plus de fruits, plus de légumes, et que pendant l'hiver, j'en mange moins et je mange un peu plus de protéines et de graisses, eh bien, je me sens beaucoup mieux, en fait, naturellement. Et ça, je pense que c'est aussi un ajustement qui est intéressant. Par contre, te dire que tu vas manger ultra varié le 15 janvier dans le nord de la France, bah tu peux. Mais est-ce que c'est très réaliste de manger des fraises, des myrtilles et des bananes le 15 janvier voilà, en France? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, complètement. Tout ça pour en revenir à cette idée de, déjà, il n'y a pas vraiment une alimentation optimale pour tous. Ça, déjà, j'en suis absolument convaincu. Par contre, il y a des choses que l'on ne peut pas faire en fonction de notre situation. Et donc si on a ce fameux intestin irritable, et soyons bien clairs, ça vaut aussi pour les maladies inflammatoires style Crohn, etc., où là c'est encore poussé à l'extrême, évidemment, tu as encore moins de marge de manœuvre. Complètement. Et on voit que tu ne peux pas te permettre des céréales, des légumineuses,
certaines crudités et même certains légumes. Je veux dire, tu vas donner à quelqu'un qui a l'intestin irritable en crise, tu lui fais des poireaux, des choses comme ça, c'est très très compliqué, vraiment très compliqué. Il va falloir vraiment choisir intelligemment. Et donc là, tu te tournes vers ce que j'appelle moi des fibres faciles à digérer, tu vois. Donc par exemple, les carottes cuites, donc pelées et cuites, ben chez une énorme majorité des gens, ça va fonctionner. Pas chez 100%, mais chez une énorme majorité, ça va fonctionner. On parlait du riz, on parle de la patate douce pelée. Tu vois, on parle du poisson, on parle de la viande. Ça, chez quasiment tout le monde, ça fonctionne. Donc, on va vers cette alimentation de repli, de secours, et puis après, on réentraîne le microbiote. Et ça, il y a des stratégies qui fonctionnent quand même assez bien et qui peuvent te permettre à terme de récupérer une alimentation, comme tu disais, plus variée, ne serait-ce que parce que socialement, c'est quand même beaucoup plus agréable de dire je suis invité chez mes beaux-parents et je vais pouvoir manger peut-être pas tout, mais 80% du repas et ne pas être en travaux demain. Ça, c'est quand même cool. Et c'est à ça on peut en parler un petit peu effectivement d'entraîner le microbiote. C'est un sujet qui est super intéressant parce qu'effectivement, beaucoup de gens disent, par exemple, je n'arrive pas à digérer les légumes crus. Oui. En fait, déjà, c'est pas eux qui n'arrivent pas à le digérer, c'est le microbiote parce que tout ce qui est cru, donc c'est ce qui fait la structure des légumes et des fruits, ce sont les fibres. Et nous, en fait, on sait pas digérer des fibres. C'est le microbiote qui s'en occupe. Et effectivement, si on a un microbiote qui est désorganisé ou qui ne sait pas digérer les fibres, eh bien, les fibres, ils ne seront pas digérés. Et donc, typiquement, ils vont fermenter, ils vont faire du gaz, ils vont générer des douleurs abdominales, etc., etc. Toi, c'est quoi tes stratégies pour aider un microbiote qui n'est pas en bonne santé à revenir à une meilleure santé? Donc, j'ai deux approches. La première, c'est cette fameuse diète de secours dont je te parlais. Ouais. Après, je construis ce que j'appelle la diète optimale. Donc, la diète optimale, c'est la diète élargie avec laquelle tu es toujours en pleine santé. Donc, on va commencer par éteindre le feu et puis on va réintroduire certaines choses. Tu vois, je parlais des œufs, par exemple. Personnellement, je digère très bien les œufs. Mais quand je suis en crise, ben, ça va, mais bon. Voilà. Tu vois? Et donc, j'attends d'être bien. Et une fois que je suis bien, je peux réintroduire des œufs. Et ça fait clairement partie de ma diète optimale. Clairement. Je peux en manger très régulièrement. Ça me va super bien. On peut prendre les avocats, par exemple. C'est un peu pareil pour moi. Tu vois, c'est quelque chose avec lesquels je fonctionne très bien en temps normal. Quand je suis en crise, il faut que j'y aille doucement. Et donc, tu construis ça comme ça jusqu'à avoir peut-être maintenant, peut-être plus de 10, mais peut-être 50 aliments, tu vois, qui fonctionnent bien, que tu as réintroduit petit à petit. Et là, j'insiste vraiment lourdement. Tu passes pas de je mange des carottes, du riz et du poulet et de l'huile d'olive à je mange 50 aliments la semaine d'après. Ça va pas marcher, je te le dis déjà. Et donc, tu y retournes très progressivement. Et là, tu choisis aussi, ce que je disais, c'est que tu parlais des fibres. Au niveau des fibres, on constate que certaines personnes s'en sortent très mal avec les fibres compliquées. Et donc, on recommence par des fibres faciles. Donc, tu prends les carottes cuites. Il reste des fibres. C'est juste qu'il y en a... Elles sont vraiment beaucoup plus faciles à digérer et on va avoir cette idée aussi, tu vois, par exemple, donc ton amidon va être transformé, etc. Ça va être vraiment plus facile pour ton corps à processer. Donc, tu recommences avec ça. Tu parlais des crudités. Bah, tu commences avec un concombre pelé et tu vois si ça passe. Et si le concombre pelé, il passe pas, bah, t'essayes pas les carottes parce que ça va pas aller, je te le dis déjà. Ça va être pire. Ouais, ça va être pire. Et donc, tu construis comme ça. Tu dis, le concombre pelé, ça fonctionne bien. Je sais pas, l'avocat, alors certes, c'est un fruit, mais tu dis, ça fonctionne bien. Ok, après, qu'est-ce que j'essaye, tu vois? Et tu construis ça comme ça. Par rapport aux légumes, là, je vais poser ça parce que je pense que ça peut vraiment aider des gens qui écouteraient ce moment-ci et qui ont des problèmes de ventre. Une chose que j'ai pu constater, c'est que les légumes fruits fonctionnent beaucoup mieux que les légumes. Donc, les légumes fruits, ce sont en fait ce qu'on a choisi communément d'appeler des légumes qui, en fait, factuellement, sont des fruits. Et qui contiennent beaucoup de sucre, comme la tomate, par exemple, non? Ça, et en fait, qui viennent d'une fleur. Hein. En fait, c'est ça l'idée. Donc, si tu prends la courgette, par exemple, et par contre, pour tous ces légumes fruits, il est capital d'enlever la peau et les pépins. Mais vraiment capital, parce que ça change toute la digestion. Donc, tu prends une tomate, par exemple. Tu prends une tomate crue ou tu prends une tomate cuite sans la peau, sans les pépins. C'est pas le même truc. Le nombre de gens qui m'ont dit je ne digère pas les poivrons et je leur dis t'as bien raison, ne mange pas de poivrons. Mais un jour, juste pour essayer, tu le cuis au four pendant 1 heure, t'enlèves la peau, t'enlèves les pépins avant, tu manges juste la chair cuite
Et ils disent incroyable, qu'est-ce que c'est bon, en plus c'est super sucré. Mais je dis oui, exactement. T'as vu comme c'est sucré? C'est un fruit le truc, tu vois. Et en fait, ça aide vraiment beaucoup parce que tu peux du coup réintroduire progressivement un peu, tu vois, de variété, des goûts sympas et te réhabituer quoi. Et donc ça, c'est vraiment cette approche-là, je dirais, tu pars de quasiment rien à tu élargis progressivement et surtout, tu ne te forces pas à te faire mal au ventre. Je pense que ça, c'est vraiment une mauvaise stratégie parce que, comme on le disait, tu réenclenches un peu ce truc inflammatoire et là, tu peux recommencer alors, tu vois, genre, je digérais les tomates et j'ai réintroduit des cacahuètes et maintenant, je digère plus les tomates, tu vois. Ouais. Et ben, enlève les cacahuètes, en fait. Les tomates, ça va probablement aller, en fait. Donc, ça, c'est la stratégie d'un côté. De l'autre côté, la stratégie que j'aime beaucoup, parce que j'y croyais pas trop, et en fait je l'ai testé sur le terrain, c'est d'introduire des aliments fermentés. Je pensais pas vraiment que ça marchait, honnêtement, en mode, tu sais, pour moi c'est un peu un effet de mode. Pourtant, c'est quelque chose qu'on lit souvent, pourtant. Exactement. Et puis en fait, je me suis un peu d'abord documenté sur des sources un petit peu solides, et puis je l'ai testé d'abord moi-même. Puis maintenant, c'est toujours comme ça que je fais de toute façon. Je suis le cobaye, moi, tu vois. Du coup, qu'est-ce que tu consommes comme aliment fermenté régulièrement alors? Alors, vraiment régulièrement, je mange choucroute, cornichons, kimchi dès que j'en trouve du bon parce que c'est pas facile. Là, j'ai trouvé un petit asiatique qui me fait le kimchi de chez lui-même. Il est délicieux. Franchement, c'est incroyable. Et là, j'ai pas une bouteille sous la main. Je bois du kéfir d'eau parce que j'ai essayé le kéfir de produits laitiers et je le passe pas super. Ah ouais. Moi, je conseille en général le kéfir de fruits, qui est un peu plus facile à digérer parce que le kéfir de produits laitiers, non, c'est clairement pas une bonne idée. Ouais. Voilà. Alors, c'est recommandé par certaines personnes pour la santé intestinale de prendre, en fait, de faire soi-même le kéfir de produits laitiers avec du lait cru. Et du coup, tu bénéficies des enzymes du lait cru et du kéfir. Et là, on sait que si tu le passes, c'est effectivement a priori assez intéressant pour le microbiote. Et dans les études que tu peux voir là-dessus, ils recommandent aussi très souvent les yaourts. Mais les yaourts, faut être prudent parce que c'est pareil. Certaines personnes, ça peut aller, d'autres pas du tout. Alors moi, j'ai pu constater, ça n'est que moi surtout, ne tirez pas des conclusions pour vous, mais essayez que un yaourt de brebis nature de temps en temps, ça le fait. Mais que déjà le yaourt de vache, c'est moins cool. Et surtout, si c'est un peu tous les jours, ça marche pas. Donc, moi, je me suis dit, si c'est un peu tous les jours, ça marche pas, c'est la preuve que mon système, il en veut pas trop. Et donc, je consomme très peu de yaourt, voire pas du tout. Par contre, j'ai introduit des fromages à base de lait cru avec des ferments lactiques, du coup. Et certains même, style le gorgonzola ou le roquefort, qui ont du coup encore vraiment, tu sais, la moisissure, quoi, tu vois. Ouais, il y a plein de bonnes bactéries dedans, encore. Exactement. Et donc ça, en petite quantité, ça marche très bien aussi. Et je dirais que maintenant, j'ai un apport en aliments fermentés entre 2 et 5 portions par jour. Voilà. Ok. Donc, et franchement, ça me réussit très bien. C'est quelque chose que j'ai introduit ici, je dirais depuis une petite année, un peu moins, et ça me réussit très bien. Je vois vraiment que je digère beaucoup plus facilement d'autres choses grâce à ça. Alors, est-ce que c'est grâce à ça? En tout cas, en même temps. Je pense que tu as un peu rééduqué ton système, ton microbiote intestinal, et donc il est beaucoup plus en forme pour pouvoir digérer en fait. Parce que clairement, le microbiote et l'intestin, ils vivent en symbiose. Donc quand il y en a un qui va mal, l'autre va mal aussi. Donc faut prendre soin pour prendre soin de l'autre. C'est obligé. Je suis tout à fait d'accord. Et donc pour l'histoire, parce que tu voulais parler du carnivore, on peut y arriver après. Ouais. Et donc j'ai mangé 40 jours carnivore l'année dernière. Ça fait à peu près 1 an jour pour jour que j'ai arrêté. Et j'y vois vraiment des bénéfices, donc on en parlera. Mais on peut en parler maintenant, soyons fous. Effectivement, on peut en parler parce que c'est un type d'alimentation qu'on voit passer par-ci par-là sur Internet. Oui. Beaucoup de gens y voient de l'avantage. Les véganes et les végétariens y voient une aberration sans nom. Oui. Un des gros avantages je vais pas dire le seul, ce serait méchant. Le gros avantage de la viande, c'est qu'il y a à l'intérieur aucun élément problématique pour l'intestin. C'est riche en protéines, c'est riche en plein de choses qui manquent au quotidien pour le corps. Donc tu vas nous en parler parce que toi, du coup, tu l'as vécu, tu as vraiment fait une expérience pendant 40 jours. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ton corps, comment tu as ressenti ton énergie, ta santé suite à cette expérience? Je pense qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que je raconte mon histoire parce que j'ai pris beaucoup de recul dessus et c'est intéressant, et qu'on parle du carnivore en dézoomant, tu vois.
pas que sur moi. Donc, mon expérience avec le carnivore, c'est que début janvier l'année dernière, j'ai mangé donc pendant 40 jours, donc janvier-février, carnivore. Déjà, ce qui a été incroyable, mais vraiment, ça a été spectaculaire, c'est que sur la première semaine, les 10 premiers jours, j'ai perdu du gras, j'ai perdu de l'eau, j'ai pris du muscle, de toute évidence, parce qu'on me l'a dit plein de fois, et j'avais le ventre, mais plat, quoi. Vraiment, j'avais plus aucun problème digestif. Le plus gros problème digestif qu'on a, et c'est tout le monde au début avec le carnivore, c'est que les 4 premiers jours, tu vas pas à la toilette. Parce qu'en fait, il y a pas de quoi. Tout simplement, puisque la plupart des choses qui finissent aux toilettes, quand même, les fibres, ils sont pour beaucoup. Et donc, puisqu'il n'y en a plus du tout dans ton alimentation, voilà. Donc, ventre plat, aucun problème digestif. Enfin, voilà. Vraiment, ça, c'était vraiment spectaculaire. Ça, je l'ai vraiment retenu. L'autre chose, évidemment, surtout au début, c'est le côté satiété. Il n'y a rien à faire. Quand tu manges de la viande avec du beurre, t'es bien calmé, quoi. Tu vois, 1 heure après, t'as pas faim, en fait. Tu vois, si t'as faim, c'est que dans ta tête et tu t'en rends compte très, très vite. Le dernier gros avantage, mais vraiment aussi qui a été incroyable chez moi, ça a été vraiment la diminution de l'anxiété. C'est-à-dire que je me suis retrouvé vraiment apaisé, quoi. Vraiment calme. Et ça, vu tout ce que je fais pour le moment avec Julien Pinault, StrongFit, l'anxiété, tout le travail qu'il fait derrière, je pense que ça s'explique très facilement par 2 choses. La première, c'est bien sûr la variation de la glycémie, qui n'était quasiment plus là, et ça, on sait que ça a un impact direct sur l'humeur et sur l'anxiété. Et la deuxième chose, c'est la diminution de l'inflammation. Ça, c'est sûr et certain aussi, puisque, comme tu le dis, si je mange la bonne viande, ce serait effectivement important, parce qu'effectivement, juste, je me permets de faire une parenthèse. Bien sûr. Tout de suite le dire, je pense, parce que c'est important. Quand on dit de manger de la viande régulièrement, ou du moins comme tu l'as fait dans un régime carnivore, on parle de viande de bonne qualité. On parle pas du steak à les 10 steaks à 5 € de chez Leclerc, en fait, quoi. Oui. Là, on parle vraiment de parler de viande de bonne qualité, parce que sinon, on va avoir une alimentation qui va être hautement inflammatoire. Là, on va aller à l'opposé de ce qu'on recherche. C'est ça, et je vais encore aller un peu plus loin. Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai vécu, donc je peux pas te le dire, d'accord? Les témoignages sont que, en fait, tu pourrais te permettre de le faire avec de la viande de moins bonne qualité, mais il faut prendre les bons morceaux et la bonne source. C'est-à-dire que tu peux pas le faire avec du poulet, par exemple. Ça, c'est impossible. Parce que tu vas avoir un rapport oméga 6, oméga 3 au plafond, parce que poulet, maintenant, c'est soja, c'est maïs, etc. Ils sont enrichis à mort avec ces graines-là. Et puis, tu peux, dans certains cas ou pas, te permettre, par exemple, les produits laitiers. Donc, moi, j'avais une diminution de l'anxiété, etc. J'en parlais, mais puisque je veux toujours tester des choses, un peu plus tard, j'ai réintroduit les produits laitiers dans mon régime carnivore. Et là, ça s'est beaucoup moins bien passé, par contre. Parce que, avec un petit peu de produits laitiers, style ceux dont je te parlais, un petit peu de fromage affiné, etc., ça allait sans problème. Mais quand j'ai commencé à me dire que quasiment à chaque repas, je pouvais mettre des produits laitiers, je peux te dire qu'après 3-4 jours, je l'ai senti sur mon système digestif, je l'ai senti sur mon inflammation, je l'ai senti sur mon anxiété. Ça a tout fait foirer, quoi. Donc, je me suis dit, OK, on va s'arrêter. On va se calmer. Voilà. La viande, le poisson, c'était bien, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que tu étais en alimentation cétogène, du coup, parce que en mangeant quasiment que de la viande, tu n'avais pas de source de glucides? Voilà. Ça, c'est clair, puisque, effectivement, je pense que dans mon alimentation, alors j'encodais pour avoir un suivi, j'encodais dans une application pour avoir quand même une idée de ce que je mangeais, parce que j'avais pas l'habitude de manger comme ça, et moi je compte pas d'habitude, mais là je me suis dit il faut quand même que je suive un peu le truc pour voir. J'avais jamais plus de 10 grammes de glucides, parfois 20 dans mon alimentation. Donc t'étais clairement cétogène, quoi. Clairement, j'étais en cétogène. Par contre, j'étais très haut en protéines et en graisses, évidemment. Alors, les graisses, ça peut être choquant, mais en même temps, c'est ta seule source d'énergie. Donc, il faut bien, à un moment donné, remplacer le truc. Et on se rend compte que le bon rapport, la plupart du temps, en fait, c'est 1 gramme pour 1 gramme ou à calories, c'est x2, du coup. Donc, en fait, on estime qu'il faudrait manger entre 50% et
et 70% de lipides et le reste en fait en protéines quand on est en carnivore. Et là, je vais vraiment insister lourdement. Il est pour moi évident maintenant que la meilleure source de nutriments dans le carnivore, c'est la viande de ruminants. Donc typiquement le bœuf, parce que c'est ce que nous en Europe, on a tendance à utiliser. Aux États-Unis, ils mangent aussi un peu plus du bison, ils mangent aussi du wapiti, ils mangent un peu d'autres choses. Mais chez nous, c'est vraiment le bœuf. Et ça, vraiment, j'ai pu le constater. Le bœuf est plus nourrissant, crée moins d'inflammation. Enfin voilà, ça c'est vraiment et en plus c'est très facile avec du bœuf haché d'avoir le bon rapport ou avec l'entrecôte d'avoir le bon rapport lipides protéines. Est-ce que tu mangeais des abats aussi? Est-ce que tu mangeais les abats aussi? Oui, un petit peu. Type foie. Ouais. Parce que là, je me pose une question, c'est sur les apports en micronutriments. Si tu manges que le muscle de l'animal, je pense qu'à un moment il va te manquer des choses. Alors, notamment toutes les vitamines B, par exemple, tu vois, qui vont manquer, alors que tu vas retrouver dans le foie. Typiquement, comme le foie, tu as un endroit où sont stockées beaucoup de vitamines. En mangeant le foie de l'animal, tu vas retrouver ces vitamines dans ton corps aussi, quoi. Donc, tu as tout à fait raison. Alors, de nouveau, là, je pense qu'il est intéressant de différencier mon cas des recherches que j'ai pu faire. Donc, moi, je mangeais des abats et entre parenthèses, je trouvais ça très bon et très nutritif. Je sentais vraiment le bienfait que ça avait, donc ça c'était vraiment très cool. Je mangeais aussi un peu de poisson parce que je pensais que garder un apport oméga 3 élevé c'était quand même plutôt intéressant. Je cuisais avec du ghee et parfois avec du beurre, mais le beurre, le problème c'est que ça chauffe pas très bien, donc c'était plutôt souvent plutôt avec le ghee que je cuisais. Donc c'est le beurre clarifié. Hein. Et par rapport à ce que tu disais, il y a vraiment deux courants dans le carnivore à ce niveau-là. Il y a le courant, il faut des micronutriments en plus, donc on va intégrer soit des jaunes d'œufs coulants, soit des abats, et en fait c'est à peu près tout. Mais en tout cas, c'est une nécessité d'avoir ces nutriments-là dans ton alimentation. Et puis dans le courant carnivore, et je ne dis pas qu'il y a raison parce que je ne le sais pas, vraiment, il y a un courant qui dit non, avec seulement la viande de bœuf, tu peux t'en sortir, même sans les œufs, même sans les abats, etc., Et la théorie derrière, je dis bien c'est la théorie derrière, c'est de dire, en fait, il y a tellement plus d'antinutriments qu'on a besoin de moins de nutriments. Donc, pour expliquer rapidement aux gens ce que c'est, les antinutriments, ça sont des facteurs qui sont naturellement présents dans notre alimentation, le tout étant de les limiter en fonction de notre profil. Donc, par exemple, on parlait des personnes qui ont des problèmes d'intestin, c'est très intéressant de faire attention aux antinutriments. Et donc, ces antinutriments, ils vont, par définition, nous empêcher d'absorber certains nutriments. Et dans l'alimentation carnivore, si je ne mange que des entrecôtes ou du bœuf haché, de par le principe de détoxification que les ruminants vont avoir parce qu'ils ont un procédé de digestion totalement différent du nôtre, eh bien, il n'y a pas d'antinutriments dans l'alimentation et donc on aurait besoin de moins de nutriments. Un exemple assez surprenant, et ça c'est un truc dont je voulais te parler, tu sais, je te parlais des marqueurs sanguins, c'est que la première remarque qui arrive, c'est où vas-tu trouver ta vitamine C? Ça arrive vraiment très souvent, puisque c'est connu, la vitamine C, c'est les fruits et les légumes. Eh bien, j'ai testé ma vitamine C avant-après et elle n'avait pas bougé. Et pour l'histoire, je me suis forcé à ne prendre aucun complément alimentaire pendant 40 jours. C'était ma question d'après. Exactement. Parce qu'effectivement, tu peux compenser les micronutriments par des compléments alimentaires. Ça peut être une solution. Bien sûr. Et justement, pour jouer le jeu, j'ai rien pris. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas pris d'oméga 3, j'ai pas pris de vitamine D. D'ailleurs, ça a été dur, j'aurais dû. Parce que je prenais du foie de morue, du coup, à la place, mais ça n'a pas suffi. J'avais ma vitamine D qui a chuté quand même. Et voilà, j'ai rien pris pour voir. Et sur ma prise de sang, du coup, très intéressant de voir que ma vitamine C n'avait pas bougé. Ok, super intéressant. Moi, j'aurais juste... alors, j'ai pas de réponse non plus à ce qu'il faudrait consommer des abats ou pas. J'aurais juste envie de dire, d'un point de vue du bon sens, si on revient au paléo, comme on a connu tous les deux par l'alimentation santé, je pense que nos ancêtres, ils se limitaient pas aux muscles. Le bon entièrement sens d'accord avec toi. qu'on a envie de manger, de l'intégrité de l'animal. Et aujourd'hui, en fait, c'est plutôt quelque chose de rare dans l'histoire de l'homme de ne manger qu'une partie vraiment minime de l'animal, qui est le muscle, en fait. Nos ancêtres, et je pense que encore les peuples qui chassent encore mangent l'intégralité de l'animal. Bien sûr. Donc je dirais que le bon sens, peut-être
nous emmènerait à dire ce serait pas une mauvaise idée de consommer les abats en complément du muscle. Je suis d'accord, et ça vaut aussi pour la peau, les tissus conjonctifs, etc. Et c'est notamment pour ça qu'on recommande la viande hachée, par exemple, le bœuf haché, parce que du coup, on va mettre dedans un petit peu de tissu conjonctif, un petit peu de, de bonne graisse, etc. Et ça, c'est très intéressant, notamment pour les apports en glycine. Et donc, pour en revenir à ça, comme tu dis, on n'a pas vraiment la réponse. Mais si moi, je devais prescrire quelque chose à quelqu'un qui veut essayer, déjà, ce serait de se faire accompagner, vraiment. Je pense qu'il faut pas faire ça à l'aveugle. Et la deuxième chose, ce serait de dire, si tu veux, c'est mange du carnivore avec le plus de variété possible que ton système peut digérer, peut passer, quoi. Donc, si tu peux manger un peu de poisson, des crustacés, si tu peux manger de la viande de ruminants, si tu peux manger des abats et des jaunes d'œufs, moi, je pense que ça, c'est super intéressant. Tu vois? Si après, t'es tellement... Alors, il y a des cas rarissimes, mais vraiment rarissimes, de gens qui ne peuvent fonctionner que avec la viande de ruminants. Parce qu'ils ont des conditions inflammatoires tellement avancées qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Tout le reste crée une réaction. Eh bien, dans ce cas-là, on fait ça. Mais quand je dis rarissime, c'est au-delà. Hein, ça n'existe quasiment pas. Mais ça a été rapporté. Et donc, à chaque fois, ces personnes-là sont calmées avec la viande de ruminant. D'ailleurs, je pense sincèrement, et ça, je le dis sur un podcast, mais on serait tous les deux, je te dirais la même chose. C'est vraiment cette idée où moi, je ne pense pas que l'alimentation carnivore soit optimale pour l'humanité entière. Je ne le pense sincèrement pas. Je pense pas. D'un point de vue, tu veux dire écologique Non, même santé, même en termes de santé, je pense pas. Parce que je reviens là-dessus. Pour moi, la plus grande capacité de l'être humain, c'est l'adaptabilité. La preuve en est, on a quand même des Esquimaux qui peuvent vivre sur du full carnivore, et on a des gens près de l'équateur qui mangent une quantité de protéines animales extrêmement faible, et si on inversait le régime, ils seraient très malades tous les deux. Tout à fait, Donc c'est la preuve que l'humain a pu s'adapter, tu vois. On le voit par exemple avec la consommation de produits laitiers dans les pays du nord de l'Europe, où on voit que factuellement, ces populations-là ont beaucoup plus de facilité à digérer les produits laitiers. Je dis toujours cette anecdote, mais si tu veux mettre un Asiatique en travaux, tu lui files des produits laitiers. Ils n'en ont jamais eu, tu vois, bon. Après, on peut s'adapter. Là où je veux en venir, c'est que je pense pas qu'il y ait une alimentation optimale pour l'être humain, hormis l'alimentation finalement naturelle. Je pense que l'idée, c'est de manger ce qui vient de la nature et ce qui nous correspond. Mais par rapport aux carnivores, je pense vraiment que c'est un outil pour certaines personnes. Et je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui sont largement en meilleure santé quand elles ont une alimentation majoritairement à base de produits animaux, et d'autres qui sont mieux quand elles ont des alimentations majoritairement à base de produits végétaux. Entre parenthèses, je vais recevoir bientôt quelqu'un qui va venir me parler de la génomique, parce que apparemment dans les études de génome, on pourrait commencer à trouver ça avec la capacité à fonctionner avec les graisses saturées ou pas, en grande ou en petite quantité, qui serait peut-être identifiable dans le génome. C'était la petite parenthèse. Mais ça s'expliquerait notamment, comme je te le disais, par rapport à nos ancêtres, quoi. Ce serait logique que quelqu'un comme moi ait plus de facilité à avoir une alimentation majoritairement carnée, ce qui, entre parenthèses, n'est pas forcément mon cas, que quelqu'un qui vit près de l'équateur. Ouais, tout à fait. Et juste donc, pour revenir à ton expérience des 40 jours, tu avais trouvé de la viande de suffisamment bonne qualité pour pouvoir en consommer de bonne qualité, notamment, j'imagine, est-ce que tu as trouvé de la viande issue d'animaux nourris à l'herbe, par exemple? Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des élevages et des boucheries locales vraiment près de chez moi qui sont très très chouettes. De la viande 100% nourrie à l'herbe, finie à l'herbe, ça se trouve Génial. Pas. Non. Franchement. Enfin, non. Moi j'avais interviewé un agriculteur près de Rennes, Pierre Inard, du bœuf d'herbe. Mais c'est vrai que c'était pour moi un peu l'exception et très 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 loin d'être la règle en fait. Quand je dis quand ça se trouve pas, c'est que oui, si tu retournes ciel et terre, tu vas en trouver. Mais il va falloir peut-être l'importer. Tu en trouves pas au supermarché du coin, quoi. Tu vois? Non. Mais là, par contre, c'est pour ça que moi j'étais avec des animaux qui
qui au minimum passait l'année dehors, qui, tu vois, j'étais pas avec de l'élevage industriel et que des grains, etc., etc. Et C'est pour ça honnêtement, que voilà, j'insiste là-dessus. Les gens qui veulent faire l'expérience de l'alimentation carnivore, allez absolument vers de la viande d'excellente qualité. Sinon, vous pouvez avoir les effets inverses que ceux recherchés. Parce que c'est vraiment pour moi fondamental. Ok. Et donc, j'ai parlé de toutes les choses positives et je me rends compte que si on prend du recul sur la discussion, on va croire que je défends le carnivore et c'est pas le cas en fait. Je suis pas en train de dire que vous devriez manger carnivore. Je répète, je pense que c'est un très bon outil pour des gens qui ont de l'inflammation vraiment très, 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 très avancée. Parce que quand je te parlais de cette diète de secours, eh ben, chez certaines personnes, ça va être du bœuf. Voilà. Ça va être du carnivore. Et ça va être du carnivore. Et donc, on va commencer par là. Et si on le souhaite après, on va, tu vois, réélargir un petit peu. Tu vois, là, par exemple, je coach quelqu'un qui a une maladie auto-immune. Eh ben, lui, alors, avant que je le coach, il a essayé le carnivore. Il m'a dit, je me suis jamais senti aussi bien. C'était incroyable. Mais il n'a pas réussi à le tenir parce que c'est très compliqué au niveau social. Parce socialement, c'est ingérable. Voilà, c'est très, très déjà, compliqué. Déjà, on dit que le cétogène, c'est compliqué, mais alors le carnivore. Voilà, exactement. C'est quasiment impossible. Hein. Tu vas à un repas d'anniversaire, bonjour, j'ai ramené mon steak. Bah oui, voilà. Mais tu manges pas, en fait. C'est ça. Donc moi, pendant 40 jours, il y avait très peu de moments sociaux, voire pas du tout. Et quand on allait au resto avec la famille, on est allé dans un chouette truc à burger tout près et je demandais la viande avec le bacon et le fromage et je mangeais ça, tu vois. Voilà, bon, tu le fais 40 jours parce que c'est une expérience, parce que voilà. Mais c'est sûr que si c'est pas une nécessité pour ta santé, c'est pas évident. Après, de nouveau, on a tous un rapport différent à ça. Maintenant, il y a eu aussi des bémols. Le premier bémol, je te l'expliquais, c'était avec les produits laitiers, ça s'est pas super bien passé. Mais pour moi, excuse-moi, mais je ne mettrais pas les produits laitiers dans l'alimentation carnivore. Même si c'est l'origine animale, pour moi, l'alimentation carnivore, c'est vraiment manger la chair. Je sais pas ce que tu en penses. C'est toute la discussion, effectivement. C'est toute la discussion autour du carnivore. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, j'aimais bien l'approche. Alors, de nouveau, donc le docteur Cheffy qui est venu sur ma chaîne, qui est un neurochirurgien américain qui vit en Australie et qui lui mange carnivore depuis très longtemps. Lui, il explique, il dit voilà, les produits laitiers c'est un condiment, quoi. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, je mets une petite couche de fromage sur mon steak, voilà, mais c'est vraiment un condiment. C'est pas du tout au centre de mon alimentation. Et ça, je trouve ça plutôt sensé, du coup, tu vois. Effectivement. Donc les bémols que tu as eu. Ouais, les bémols. Le premier, c'était au niveau énergétique pour le sport. C'était ma question, effectivement. Je me disais, parce que je voulais poser cette question-là, je me suis dit, voilà, en tant que crossfitter, je fais même du crossfit, je dis sans glucides pour avoir pour faire des workouts un peu explosifs, ça me semble compliqué. Autant pour faire de la muscu pure, effectivement, là, je pense qu'en mangeant beaucoup de viande, tu vas avoir des gros biceps très rapidement. Mais par contre, pour faire des WOD explosifs, c'est tendu, je pense. Non, et c'était encore un peu plus compliqué que ça parce que moi, en plus, je faisais du basket. Et quand tu pars pour 2 heures d'entraînement et que tu veux à un moment donné appuyer sur le champignon et que tu dis non mais il y a pas de jus là, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, parce que faut quand même pas se leurrer. En fait, l'énergie immédiate, ça va être apportée principalement par les glucides, en fait. Étant en cétogène, du coup, tu avais une énergie qui était très importante, mais qui était plutôt une énergie lente. Donc dès que tu vas être explosif, c'est compliqué. C'est dur. Donc, c'est ça. Donc, toute la discussion par rapport au sport et au cétogène, c'est l'idée de dire que, on se rend compte que pour les entraînements d'endurance et d'ultra-endurance, ça marche super bien. Il y a vraiment beaucoup de gens qui fonctionnent là-dessus. Que pour l'explo, c'est beaucoup plus difficile. Et que, a fortiori, pour le basket, qui est de l'explo à répétition, en plus, parce que tu dois exploser, ralentir pendant 1h30, ça, c'était vraiment, vraiment difficile. Alors, certains spécialistes du cétogène ont pu me mentionner que je n'étais peut-être pas parfaitement céto-adapté, en fait. Donc, j'étais peut-être en train de m'adapter à la cétose et que si je l'avais fait pendant 6 mois, j'aurais peut-être retrouvé mon explo parce qu'il y a des sportifs professionnels, style rugby, etc., qui font du carnivore. Bon, voilà. Moi, ça n'a pas fonctionné sur 40 jours, je dois le dire. J'étais vraiment content de réintroduire les glucides au niveau de ma performance sportive. Ça, je dois clairement le dire. Et puis, l'autre bémol, ça a été ma digestion après. Parce qu'il n'y a rien à faire parce que mon microbiote, il se construit sur des années. Alors, oui, mais en fait, on sait aussi que le microbiote, en 24 heures, il change. Hein. Donc, après un seul repas, en fait, le microbiote change. C'est tellement un turnover constant. Et donc là, après 40 jours de carnivore, quand j'ai commencé à réintroduire le reste de l'alimentation,
disons que j'ai dû y aller intelligemment. Voilà, j'y suis allé vraiment doucement. C'était pas le moment pour prendre une grande salade verte, du coup là. Voilà. Là, tu l'aurais pas très bien vécu. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ton microbiote s'est adapté à ton environnement carnivore. En fait, tu avais des bactéries qui étaient plutôt optimisées, on va dire, pour la digestion de la viande, qui sont développées. Les bactéries qui étaient optimisées pour la digestion des fibres, qui ont diminué. C'est l'adaptation, en fait. Et au final, je pense que réintroduire des végétaux après, ça doit être compliqué, ouais. Oui, donc j'y suis allé vraiment doucement et prudemment. Heureusement, j'avais mon background de problèmes d'intestin. Du coup, j'ai bien réfléchi. Voilà, je suis allé par de l'avocat, je suis allé par un petit fruit, je suis allé par un peu de riz. Tu vois, je suis allé très très doucement. Okay. Et honnêtement, ça m'a pris des mois avant de pouvoir redigérer vraiment facilement. Ah oui, non, des mois avant de pouvoir vraiment redigérer facilement des crudités, par exemple. Parce que tu as fait l'expérience de manger des petites quantités de végétaux, j'imagine, et ça s'est pas bien passé en fait. T'as vu que ça fermentait un peu, non? Bah en fait ouais, le problème c'est que je me suis retrouvé par exemple au resto à me dire ah oui la salade a l'air trop bonne, tu sais, je tape un peu dedans et puis et ben par exemple dans mon fameux bar à burger, on va régulièrement là Resto Burger avec la famille. Bah ils ont ce qu'on appelle un coleslaw, tu sais, donc c'est un mélange de choux et de carottes un petit peu assaisonné, c'est super bon. Ben, la première fois, j'ai pris juste 3-4 bouchées et tout de suite, mon ventre m'a dit, mais arrête-toi de suite, ça va pas le faire, quoi. Ah ouais, non, ça, il m'a fallu vraiment quelques semaines avant de pouvoir le refaire. En même temps, c'est choux et carottes crues, hein, donc, voilà. Ouais. Et maintenant, par contre, je peux franchement en remanger très confortablement. Et vraiment, à ce moment-là, le pivot, le game changer, ça a été la réintroduction des aliments fermentés. Vraiment. Ça a été à ce moment-là que j'ai senti que en 1 à 2 semaines, boum, je dis ça va mieux, tu vois. Et en fait, j'ai recommencé avec une cuillère de choucroute, quoi. Mais une cuillère à café, hein. Une cuillère à café de choucroute, un cornichon, et j'ai commencé avec ça. Puis après, c'était une cuillère à soupe de choucroute, c'était un deuxième cornichon, tu vois. Et petit à petit, je me dis, ah ouais, non, en fait, ça fait vraiment du bien. Et ça passait par contre, tu vois. Et voilà, et ce fameux kéfir d'eau, etc. Et voilà, ça, j'ai vraiment vu une différence. Ok, non, c'est fou, hein. Mais ouais, tu vois, j'aurais pas forcément misé sur autant de temps avant de pouvoir réintroduire une alimentation végétale. C'est alors je parle pour être en confort digestif. Hein. Je comprends bien, ouais, mais c'est assez fou, je trouve. Ouais. Ça montre à quel point le corps peut s'adapter à une alimentation rapidement et justement la magie du microbiote, quoi, qui s'adapte à notre alimentation. Je suis d'accord. Ok, super intéressant. Bon, bah, écoute, Jacques, on a appris pas mal de choses, c'est cool. En tout cas, merci de ce retour d'expérience sur l'alimentation carnée. Je pense peut-être d'ailleurs le titre de ce podcast pour inciter les gens à venir voir. Ouais, c'est vrai que ça peut intriguer, je pense. Ouais, je pense. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur des bons conseils ou des choses que tu as découvert récemment sur la santé, sur l'alimentation que tu voudrais partager? Je te prends un peu au dépourvu. Ouais, mais c'est intéressant. Écoute, franchement, ce qui me marque le plus pour le moment, c'est justement que je fais un gros travail sur l'anxiété, la gestion des émotions, le mouvement, etc. Et que le lien, en fait, avec l'alimentation est incroyable. Mais vraiment, vraiment spectaculaire. Je pense qu'on sous-estime totalement l'impact de l'alimentation sur notre état mental. Et ça, c'est un peu, je pense, un cheval de bataille que je vais avoir dans les prochaines années probablement, avec le fait que c'est très peu discuté, c'est très peu suivi, c'est très peu écouté. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, etc. Ça intéresse très peu les gens. Après, voilà, ici, tu vois, j'ai fait un épisode avec Julien Pinault sur le sujet, tu vois, il fait quand même 20 000 vues. Alors voilà, 20 000 vues quand tu parles d'anxiété, je me dis, tu vois, c'est qu'il y a quand même quelque chose, voilà. Et donc, on sait bien que le stress et l'anxiété, c'est un peu une tueuse silencieuse, comme l'inflammation chronique qu'on a évoquée. C'est ça. Je sais pas si tu as vu ce podcast, mais il est vraiment intéressant parce que Julien, en fait, selon ses propres recherches, on arrive à déduire, si tu veux, que l'anxiété et l'inflammation, en fait, sont la même chose. En fait, c'est vraiment une réaction immunitaire du corps. Et donc, de dire, en fait, baisser un fera baisser l'autre. Et ce qui est assez impressionnant, et ça, je pense que tu peux probablement en attester, mais n'hésite pas à me corriger si tu le vois différemment, c'est que quand tu vas être dans un état d'anxiété avancé ou apaisé, ta digestion va être totalement différente. Totalement différente. Complètement. On se rend compte que le stress et l'anxiété, en fait, jouent sur la digestion, mais c'est stratosphérique. Et tu vois, l'expression genre avoir un nœud au ventre, c'est pas pour rien, en fait, hein.
quelqu'un qui est stressé, il a un nœud au ventre, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, ça ne passe plus, c'est bloqué, quoi. Exactement. Et après, voilà, on va pas expliquer le côté système nerveux sympathique, parasympathique, etc. Mais tout est lié, clairement. C'est ça. Et en fait, toi, justement, t'as parlé d'alimentation, excuse-moi, t'as parlé d'alimentation carnivore, qui t'a fait beaucoup de bien. Est-ce que t'as d'autres choses sur lesquelles tu as vu qui avaient effectivement un impact sur ton anxiété, sur ton stress? Ouais, clairement, en fait, c'est la gestion des glucides. La gestion des glucides, pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire que en fonction de notre profil, d'une part, et de notre activité physique, d'une autre, je pense qu'on a un espèce de seuil de glucides. C'est-à-dire que je vais prendre des nombres qui sont tout à fait aléatoires, soyons bien clairs, ne vous basez pas là-dessus, mais c'est pour illustrer la chose. On peut imaginer que quelqu'un qui mange 100 grammes de glucides sur sa journée se sente parfaitement bien, et lorsqu'il en mange 150 pendant 2, 3, 4 jours, commence à moins bien dormir, commence à être un petit peu plus nerveux, commence à, tu vois, avoir un peu ce côté, tiens, je suis un peu plus inquiet de l'avenir, etc. Et ça, on se rend compte que ce seuil, il est tout à fait dépendant de chaque personne. Et le seul lien qu'on arrive à faire pour le moment, c'est que d'une part, il y a l'air d'y avoir des profils qui sont plus tolérants aux glucides naturellement. Ça, Julien Vénesson, par exemple, en parle dans son livre Nutrition de la force avec les N1, N2, N3. Et ça correspond un peu à ce qui se découvre pour le moment, comme je disais, avec la génomique, etc. Et puis, c'est clairement le niveau d'activité physique. C'est-à-dire que la même personne qui va être sédentaire ou active, tu vois, si moi, je coach pendant 3 heures et que je fais un entraînement d'1 heure, 1 heure et demie le soir, je peux clairement me permettre de manger plus de glucides ce jour-là avec aucun impact sur mon anxiété ni mon sommeil. Mais si je mange trop de glucides en étant plutôt sédentaire et encore pire, en étant vraiment assis et quelque part inactif pendant toute la journée, alors là, ça va être vraiment assez dramatique. Alors une fois, ça peut fonctionner, mais si je fais ça pendant plusieurs jours, je vais vraiment voir le lien direct. Et ça, pareil, tu vois, je te parlais de propulsion. On travaille sur la perte de poids, on travaille sur la diminution de l'inflammation. Et un peu comme toi, je pense que tu le fais, on diminue naturellement les glucides parce que la plupart du temps, les gens en mangent trop par rapport à leurs besoins. Ils ne se rendent pas compte en fait, qu'ils sont en surdose de glucides. Et en fait, tu remarques un effet secondaire qui à la base n'était pas du tout l'objectif, c'est que ces gens-là disent « c'est incroyable, je me sens moins anxieux, c'est dingue, je dors mieux ». Et donc, voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister, j'ai envie d'aider plus de gens, j'ai envie qu'on change les choses parce qu'il y a un lien direct entre l'anxiété, l'inflammation et la consommation de glucides et d'aliments ultra transformés. Ouais. Et donc, j'ai envie d'aider là-dessus parce que moi, je vois à quel point ça régule mes émotions, ça régule mon état, en fait, et à quel point, du coup, ça me permet de mieux gérer ma vie de manière générale. En fait, je sais pas si toi, tu as déjà eu un peu des moments comme ça d'anxiété ou de mauvaise gestion et tout, tu vois, mais c'est incroyable l'impact que ça a sur toute ta sphère de vie, en fait. C'est-à-dire que, voilà, dans mon boulot, je suis un moins bon leader. Dans ma famille, je suis un moins bon papa. Tu vois, dans ma tête, moi, je m'aime moins. Enfin, tu vois, tout part en couille, en fait. Ouais. Et je me dis, non, mais en fait, ça marche pas comme ça. Prends soin de toi parce que du coup, tu seras meilleur pour les autres, quoi. Ouais, et ça, j'ai vraiment envie qu'on en parle. Et pour venir aux glucides, pour mettre de l'eau à ton moulin, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Et un petit exemple, donc moi j'ai un programme qui s'appelle la méthode hybride où justement j'apprends aux gens à reprendre un peu la main sur leur consommation de glucides. Et au début, j'ai fait ce programme pour aider les gens à perdre de la masse grasse. Parce qu'on se rend compte que assez rapidement, comme voilà, en optimisant sa quantité de glucides par rapport à son activité physique, on peut perdre du gras très facilement. Et ce qui m'a le plus étonné avec ce programme, c'est le nombre d'effets secondaires extraordinaire qu'il y a eu sur les gens, en fait, au-delà de la perte de masse grasse. C'est le témoignage, les gens qui me disaient, donc, effectivement, meilleure clarté mentale, plus d'énergie, même d'un point de vue physique, j'en ai fait mes dernières vidéos, c'est sur la cellulite. Beaucoup de femmes ont dit, j'ai perdu, ma cellulite se fondait comme neige au soleil. Wow. Alors, au début, je pensais que c'était un témoignage isolé, mais en fait, j'en ai eu plein. Et en fait, juste en faisant attention, alors bien sûr, il faut avoir une alimentation globalement anti-inflammatoire, mais en faisant attention à sa consommation de glucides, on se rend compte l'impact stratosphérique que ça a sur la santé. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est totalement sous-coté aujourd'hui.
Et c'est un peu le problème aussi des coachs fitness qui ne parlent pour revenir au début de notre conversation, des coachs fitness qui ne parlent que de quantité de calories sans forcément tenir compte de la qualité et qui dit finalement, peu importe, tu manges des glucides, à partir du moment où tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids. Et donc plein d'avantages sur la santé, plein d'avantages sur le physique. Je pense que l'optimisation des glucides, c'est quelque chose qui est complètement sous-coté. Et tu me diras du coup comment toi tu vois les choses sur tes expériences dans l'avenir. Ça m'intéresse. On pourra en reparler et faire un nouveau podcast dessus dans l'avenir. J'aime bien faire le cobaye comme ça de temps en temps. Donc effectivement, ce sera avec plaisir. Cool en tout cas, Jack. Écoute, merci en tout cas d'avoir participé à ce podcast, 2e épisode. C'était un vrai plaisir. Pareil. Et donc, je pense qu'on en refera d'autres dans l'avenir parce que. Ouais, avec grand plaisir. Au-delà de la coupe de cheveux, on a beaucoup de points en commun. Pour ceux qui regarderont le podcast, ça les fera bien rire. Ça marche. Merci Wilfried, c'était très cool. À très bientôt. Merci d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si ce podcast vous permet d'opérer des changements sur votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et de le diffuser autour de vous, car c'est la meilleure manière de soutenir notre travail. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.